il y a beaucoup de rythme dans le film, et quand le film choisit d'être pleinement une comédie, ça fonctionne merveilleusement bien. Moi j'ai trouvé ça horriblement mal réalisé. Au bout de 4 secondes, j'avais mal aux yeux. C'est ta cataracte, Laurent, c'est pas le problème du film. C'est avec Jason Segel que vous connaissez sûrement de How I Met Your Mother. C'est avec Harrison Ford que vous connaissez sûrement du cinéma. Et Hitchcock sur donc, La Maison du Docteur Edward, il a même crédité au générique du film le psychanalyste de son producteur. Donc vraiment c'est un espèce... On en revient toujours au même. Si vous voulez voir des complotismes qui sont vraiment intéressants et pertinents... Le Twitter. Alors, Mais où est-ce qu'il est ? Mais où est-ce qu'il est, ce con de Perchman ? La Perche est dans le cadre, c'est le podcast cinéma dans lequel on parle vite, mais on prend quand même le temps de débattre des films et séries qui font l'actualité. Dans l'épisode d'aujourd'hui, tout le monde a une bonne raison d'aller chez le psy. Les 2 théoriciens du complot de Bugonia, le nouveau Yorgos Lanthimos qui kidnappe une PDG qu'il soupçonne d'être une extraterrestre, la psychiatre interprétée par Jodie Foster dans Vie privée de Rebecca Zlotowski, persuadée que l'une de ses patientes a été assassinée, sans oublier les bénévoles de la voix de Hind Rajab, de Kauter Ben Anya, confrontés à la réalité de Gaza, et à peu près tous les personnages de Wicked partie 2 de John M. Chu. Vous l'aurez deviné, aujourd'hui on se demandera si le cinéma passe assez de temps sur le divan. Notre focus du jour est consacré aux psys et à leurs patients du petit et du grand écran. Et en fin d'émission, carte blanche au plus sain d'esprit de toute l'équipe, Alban qui contredira une légende bien tenace. Non, être cinéphile ce n'est pas être snob. Silence moteur, la perche est dans le cadre, mais on s'en fout, fait de la radio. Action. Et j'ai quand même réussi à écorcher le nom de Rebecca Zlotowski, que pourtant je sais prononcer. Bonsoir. Bonjour à tout le monde. Je suis avec Yori qui réalise techniquement l'émission. Et d'ailleurs, j'ai un petit son bizarre dans mon casque. Je ne sais pas si c'est normal. C'est dans ta tête. Toi aussi, tu dois aller chez le psy, Elisabeth. Ça doit être ça. Elisabeth, quand tu dis qu'il réalise techniquement l'émission, c'est qu'il la réalise pas artistiquement ? À chaque fois, Non, c'est qu'il s'occupe de la partie technique. C'est moi qui réalise artistiquement l'émission. Non, je pense pas. Je ne sais pas. C'est vrai, Yori, je pourrais dire que tu es un artiste également. Ça me va. Donc, Rita qui est avec nous, Alban, Félix, David qui vient nous parler du bilan de Chéri Chéri, Laurent et Manon. Donc vraiment, on est, j'allais dire au grand complet presque, mais on est très nombreux et on commence tout de suite avec le courrier des perchés. Merveilleux jour que le dimanche. C'est pour moi le plus beau de la semaine. Pourquoi cela te plaît ? Parce qu'il n'y a pas de courrier le dimanche. Et en fait, Félix, je viens de réaliser que j'ai dit que je réalisais artistiquement l'émission ou je sais pas quoi, alors qu'en fait, c'est clairement toi qui fais toute la DA de la perche, donc je viens de te voler ton travail à l'antenne. C'est un travail collectif. T'es mignon. Et qu'est-ce que tu dis ? Oui. Tu dis le boss c'est quand même lui ? Ah, le son c'est Yuri. Le son qui est tellement bien fait qu'on n'entend pas ce que tu dis en fait. C'est vraiment. Parle dans le micro. Félix, est-ce qu'il y a des gens qui nous ont écrit cette semaine ? Oui, un petit peu. On a eu une réaction sur Running Man parce que c'est vrai qu'on a un peu chargé le film et notamment son propos qu'on trouvait daté, tout ce qui concernait la télévision, etc. Et il y a quelqu'un qui, à juste titre, nous rappelle quand même que c'est une adaptation et que donc évidemment le propos est tiré du film des années 80 et donc du coup je pense que il est un peu dans cette lignée là. Moi je pense que ça n'empêche, je veux dire tu peux très bien le remoderniser et je trouve que le film fait pas beaucoup d'efforts, mais effectivement fair point, je comprends pourquoi on peut nous dire ça. Et après il y a des gens qui nous ont dit... Je vais juste répondre à ça, c'est qu'en effet vu que Stephen King depuis Shining est producteur de tous les films qui sont adaptés de ses livres, il fait attention à ce que toutes les adaptations de ses livres soient hyper fidèles à ce qu'il a écrit. Donc en fait une des raisons pour lesquelles c'est comme ça aussi, je pense, c'est que le réalisateur n'a peut-être pas beaucoup de latence, de liberté pour en fait faire ce qu'il veut et que potentiellement il est obligé de réutiliser tout un tas de trucs qui sont dans le livre de Stephen King. Fameuse galère d'adaptation, on parlait de Yann Kounen la dernière fois un peu de la même manière. Et après il y a des gens aussi qui nous ont rappelé que No Country for All Men existait et qu'on aurait pu le citer dans notre focus du coup de la semaine dernière. Des courses poursuites effectivement. C'est l'heure du box-office de la semaine. Bon, là c'est le calme plat, mais est-ce que ça peut pas quand même péter un de ces quatre quoi. Alors Yuri, qu'est-ce que ça donne ? Eh ben, Wicked partie 2 dont on vous parle ce soir est en tête, mais pas de beaucoup puisqu'il fait 252 000 entrées pour sa première semaine, ce qui est globalement en fait pas si étonnant parce que le film n'est pas très connu du grand public en France et par ailleurs il n'est pas distribué sur un si grand nombre de copies que ça, seulement 482 copies, donc en fait ça lui fait pas une si mauvaise moyenne. En fait à peu près pareil que Running Man et de 637 qui tournent tous autour des 240-250 000 entrées cette semaine. Donc en fait on vous a parlé des deux derniers d'ailleurs la semaine prochaine dans La Perche. La semaine dernière. La semaine dernière dans La Perche, mais globalement ça reste quand même
un mois de novembre assez faiblard. On va voir comment ça va se passer cette semaine, notamment avec la sortie de Zootopie et la sortie prochaine de blockbusters type Avatar, parce que pour l'instant en tout cas les cinémas tirent un peu la gueule. C'est un problème mondial et pas que français, même si Wicked a plus de succès aux États-Unis, mais en tout cas voilà, il y a certains films qui tirent leur épingle du jeu, notamment Dossier 137 qui du coup va probablement se retrouver à faire entre 600 et 700 000 entrées, ce qui pour un film comme ça est très très honorable, et d'autres films type Jean Valjean qui va probablement faire beaucoup moins, mais on est assez content pour Des Preuves d'amour qui fait 36 000 entrées sur sa première semaine, ce qui veut dire qu'il dépassera sûrement les 100 000, ce qui pour un tout premier film comme ça, sur un sujet comme celui de l'homoparentalité, en tout cas la parentalité dans un couple lesbien, et c'est quand même très intéressant, et bravo, super. Mais c'est pas bon signe que le premier film du BO il soit à 200 000 entrées. Non, on espère que le box-office va reprendre des couleurs. Mais ça fait plusieurs semaines et je pense que ça traduit quand même aussi une sorte de lassitude générale, en tout cas de manque d'intérêt général pour les films qui sortent en ce moment. Mais en tout cas, même d'un point de vue de la proposition, il y a rien qui. Il y a beaucoup de films qui attirent un certain type de public, mais il y en a assez peu qui fédèrent un public large. Voilà. Et pourtant, il pleut, il fait moche, il fait froid. Et moi, je reste chez moi si c'est comme ça. C'est la saison pour aller au cinéma. Rita, côté news. On a 2 news qui sont à la fois anecdotiques et à la fois vachement intéressantes, on trouvait. La première, c'était qu'une série Apple TV qui était censée être diffusée la semaine prochaine sur la plateforme a été annulée. Ça s'appelait The Hunt, traqué en français. C'est une série française de la Gaumont. Et en fait, avec Benoît Magimel et tout un casting autour. Et en fait, le créateur et réalisateur de la série a été accusé de plagiat. Alors, c'est en cours, donc c'est totalement une accusation qui va, je pense, aller au tribunal. Mais de fait, la série a été retirée d'Apple TV. C'est pas la première fois parce qu'il me semble que cet été, une autre série Apple TV a été annulée à la dernière minute et n'a pas été diffusée avec Jessica Chastain parce qu'elle parlait de trucs politiques qui pourraient avoir un écho avec ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis et que Apple a préféré éviter le combat juridique avec Donald Trump. Je pense. Voilà, enfin je pense, les gens pensent, c'est pas ma théorie personnelle. Voilà, et la deuxième news, c'est pas vraiment une news, mais on voulait vous notifier que le podcast de The Town de Matt Belloni, qui est un super podcast que je vous recommande, c'est un podcast très business sur l'industrie du cinéma, de la série. Ouais. Si vous parlez bien anglais, parce que c'est... Voilà. J'y arrivais, c'est dans la mesure où il s'appelle The Town et que le gars s'appelle Matt Belloni, c'est en anglais. Et ils ont fait une interview, donc déjà c'est intéressant tout le temps, et là ils ont fait une interview de James Cameron, qui se fait quand même très rare dans la presse, surtout sur du long format parce que là c'est 2 interviews d'une 40aine de minutes chacune, enfin c'est une interview de quasi 2 heures quoi, c'est méga intéressant, il parle de tout, genre de son amitié avec Elon Musk, de trucs hyper improbables, il parle d'intelligence artificielle avec une nuance que j'ai trouvé salutaire, que je trouve vachement intéressant. Il parle de la 3D, il parle de sa haine de Netflix, il parle du rachat de la Warner par potentiellement Paramount, il parle de tellement de trucs, de genre du fait que pendant les années 80 c'était un gros connard mais qu'aujourd'hui il s'est calmé, de son côté vegan, de est-ce qu'il croit aux aliens et en Dieu, enfin c'est vraiment une interview fleuve où il parle de tout et n'importe quoi souvent, et je la trouve vraiment super, je vous la recommande. C'est pas vraiment une news mais un peu. Et alors est-ce qu'il croit aux petits bonshommes verts en plus des grands messieurs bleus? Et ben il veut pas trop se prononcer, ce que je trouve assez drôle. Et est-ce que tu crois que les aliens croient en James Cameron? Moi je pense que tout le monde devrait croire en James Cameron. Et il y a une phrase à Hollywood qui est ne pariez pas contre James Cameron, c'est-à-dire que si vous avez le choix dans un pari de dire qu'il va réussir ou pas, il faut jamais parier contre parce qu'à chaque fois qu'on lui a dit qu'il allait rater, il a réussi pour l'instant. Voilà. Et il a enfin bref, j'ai adoré cette interview. Je connaissais pas bien James Cameron et je le trouve vraiment passionnant. D'autant qu'il révèle un peu dans cette interview, raconter à peu près n'importe quoi en interview, donc c'est ça qui est rigolo. Dans le sens où il avait dit il y a pas longtemps qu'il allait arrêter de faire Avatar et faire un film sur Hiroshima. Et là dans cette interview, il dit qu'en fait il a juste dit ça pour booster les ventes du livre parce que c'est un pote à lui qui l'a écrit. Donc il y a vraiment une espèce de full escroquerie qui est bref très marrant. Mais en fait je trouve que c'est pas non plus un escroc parce qu'il se révèle vachement. Enfin j'aimerais trop qu'on fasse un focus James Cameron. On en fera peut-être un. Parce que dans à la sortie il y a un de ses films. J'adorerais à titre personnel qu'il arrête de faire les films des hommes bleus et qu'il fasse autre chose parce que c'est un super réalisateur et que maintenant il fait n'importe quoi. Mais pardon, même Popular Opinion. Mais dans le 3, ils sont pas que bleus, ils sont aussi genre rouge et noir. Non, mais il y a les baleines semi-télépathes. Enfin, vraiment, Avatar, c'est compliqué. David, toi, tu as pas mal été cette semaine puisque tu as couvert le festival Chéri Chéri qui vient de se terminer. Est-ce que tu veux commencer par nous donner peut-être le palmarès, ensuite tes coups de cœur? Je vous refais quand même un petit récap de ce que c'était ce festival. Très bien. Donc, c'était quand même la 31e édition du festival Chéri Chéri, le festival LGBTQIA+ de Paris, qui s'est déroulé du 15 au 25 novembre dernier. La cérémonie de clôture avait lieu hier soir, le mardi 25 novembre. Tu y étais? Et j'y étais.
Et du coup, c'était super. Moi, j'adore parce que faut savoir que quelque part, ce festival, il est très politique. Il met en avant les films LGBT du monde entier, puisque cette année encore, les films venaient de plus de 40 pays différents. Et, et c'est vraiment indispensable et nécessaire parce que ça permet à des réalisateurs qui n'ont pas de droit dans leur pays d'avoir un pupitre pour parler de leurs films, pour parler de leurs droits, pour plein de choses. Et de mettre en lumière aussi certaines réalités dont on n'a peut-être pas suffisamment conscience en France. Exactement. Et alors David, dans la catégorie long métrage, c'est quoi le film qui a gagné cette année ? Donc cette année, c'est le film Cactus Pears, un film indien qui a remporté le grand prix du jury. Donc c'est un long métrage indien qui raconte l'histoire d'un jeune homme qui rentre dans sa famille à la campagne puisque son père vient de mourir. Et en fait, c'est 10 jours de rite funéraire qu'il a devant lui avec des règles à suivre très précises. Et donc ce jeune homme est homosexuel, il vient de la ville à Mumbai où il vit... je pense clairement secrètement, parce que je suis pas sûr que la société indienne soit très inclusive encore. Mais il vit quand même sa sexualité là-bas. Et du coup, il rentre dans sa famille. Et là, vraiment, le film, il permet de rentrer dans cette sphère familiale et comprendre comment est accueilli ça. Et en même temps, on veut le ramener à une sexualité hétéronormée, ouais. Voilà. Et mais sa mère l'accepte comme il est. Enfin, vraiment, c'est vraiment un portrait de famille un peu. C'est ça. Et ça t'a plu, ce Cactus Moi, j'ai bien aimé. Cactus Pears. Ouais, j'ai bien aimé. Il y a quelques longueurs et je me suis ennuyé par moments. Mais vraiment, ce panorama de famille, de personnages qui nous permet vraiment de comprendre cette société traditionnelle encore, et ça m'a vraiment plu. Et c'est quoi alors tes autres coups de cœur, peut-être pas des films d'ailleurs qui ont été primés, mais tes vrais coups de cœur de ce festival, de cette édition 2025? Alors moi, en fait, j'ai eu un vrai coup de cœur sur un documentaire qui s'appelle Pédale Rurale, qui sort le 4 mars au cinéma. Qui sort le 4 mars au cinéma, et en fait, c'est le réalisateur a suivi un jeune homme qui s'installe en campagne, donc dans la campagne de laquelle il vient. Et en fait, il vit un peu dans son coin. Et juste, on va faire un documentaire sur qu'est-ce que c'est qu'être queer à la campagne. Et en fait, on le voit dans son coin faire. Il tisse des tissus. Il y a vraiment il fait plein d'activités, il cultive son jardin, enfin voilà. Comme Candide. Pour autant, il parle avec le réalisateur, vraiment, ils échangent face cam. Et il se sent pas particulièrement queer, ou il n'est pas capable de s'identifier en tant que tel. Et pas forcément, surtout, il se sent pas politisé. Et en fait, ce documentaire se passe sur plusieurs années, et on suit l'évolution de ce jeune homme qui va s'intégrer dans la ville à un bar associatif, et petit à petit, en fait, il va rencontrer plein de gens autour de lui qui vont l'accepter comme il est, puis d'autres queers de la campagne. Et en fait, le documentaire arrive jusqu'à une Pride rurale qui a eu lieu du côté de chez lui, et il intègre le comité d'organisation, etc. Et en fait, ce que j'ai adoré dans ce documentaire, c'est que on dirait une fiction, parce que on suit l'évolution de ce jeune homme. Mais c'est souvent les documentaires les plus incroyables, c'est quand ils rencontrent leur sujet au bon moment, et qu'en fait leur histoire s'écrit devant la caméra, et qu'en fait il n'y a pas besoin d'inventer. Et ça, c'est ce que tu décris, c'est un sentiment génial quand tu vois un film comme ça. C'est ça, et on n'imagine même pas qu'un scénariste aurait pu imaginer ce parcours de vie. Et enfin vraiment, c'est un super beau film que j'espère que j'invite vraiment beaucoup de gens à aller voir. On mentionnera. On en parlera. On en parlera, et on mentionnera à sa sortie, donc le 4 mars. Voilà.
Et ben merci David d'avoir couvert Chéri Chéri pour nous. Et donc tout de suite, place au débat de la semaine. Le premier film dont on parle, c'est Bugonia de Yorgos Lanthimos. Good morning, Corey. Good morning, Michelle. I believe every company should strive to form a diverse table, to empower people of different skills and every time, what is it? Skills and identities. To foster a new generation of, okay. Deux hommes obsédés par les théories du complot kidnappent la PDG d'une grande entreprise convaincue qu'elle est une extraterrestre déterminée à détruire la planète Terre. C'est une théorie que tu pourrais partager, Laurent. Moi, ça. Tu joues dans le film d'ailleurs, je crois. Moi, il est. C'est vous deux. Disons que je peux pas confirmer ni infirmer le fait que je sois un extraterrestre ou pas. C'est tout. Qu'est-ce que je veux dire ? Oui, c'était un peu ça. C'est-à-dire que. J'espère bien. C'est assez curieux parce que le film est aussi un peu du point de vue du personnage d'Emma Stone qui joue donc une PDG d'une sorte de biotech qui est vraiment une méga girl boss et tout, où ça en fait vraiment des caisses là-dessus. Et donc c'est vrai qu'on a à la fois un petit peu ses perspectives à elle et on a fait celle des deux ravisseurs, même si c'est quand même plutôt centré sur eux et leur délire complotiste autour de justement que ce serait contrôlé par les extraterrestres qui viendraient d'Andromède et qu'il faudrait que le monde c'est de la merde à cause d'eux. On va se rendre compte au fur et à mesure que c'est un peu plus compliqué que ça, que lui il a eu une vie compliquée parce que sa famille a plus ou moins été décimée, alors avec des histoires d'addiction et de trucs, bon voilà. Et que évidemment à la fin le film va jouer sur la question de est-ce que c'est vraiment une extraterrestre ou pas, est-ce que ces types sont vraiment cinglés ou pas. Et c'est un remake d'un film coréen. Voilà. Qui s'appelle Save the Green Planet. Ouais. Alors que j'ai pas vu du coup, j'ai appris ça en parlant avec Félix juste avant l'émission, mais je pense que je vais y remédier parce que celui-là me laisse un peu de marbre, c'est-à-dire que je suis un petit peu déçu moi globalement par ce film. Je trouve qu'il est à la fois pas aussi il va pas assez profondément je trouve dans son sujet pour vraiment raconter quelque chose d'intéressant, et je trouve qu'il est pas du tout aussi edgy et inattendu qu'il pense qu'il est. Ce qui est souvent un peu la critique que moi je fais avec ce que je connais d'Yorgos Lanthimos. Tu connais plutôt sa période américaine, c'est-à-dire Pauvres créatures. Moi je connais vraiment, je crois que je les ai vus mais que depuis Pauvres créatures. Oui d'accord, donc t'as pas du tout vu sa période grecque. J'ai pas vu La Favorite, j'ai pas vu La Mise à mort du cerf sacré, j'ai pas vu avant. Et encore moins les canines et autres en Grèce, ok. Et je trouve qu'il a tendance à vouloir faire des trucs un peu chelous parce qu'il aime bien se dire qu'il est un mec un peu chelou. Et Edgelord. Ouais, un peu, il a ce côté genre. Et en fait, le film est pas du tout beaucoup d'anglicisme, Rita, pour ce soir. Le film est pas si malin que ça. Ce qui est un peu dommage parce que au-delà de ça, si tu veux, ça reste quand même, je pense, un bon réalisateur. C'est-à-dire que dans l'ensemble, visuellement, c'est comme un film qui marche plutôt pas mal, je trouve. Mais c'est un. Ça reste trop en surface. En fait, c'est plus que c'est. Je pense que c'est un film assez difficile à faire, en tout cas dans la manière dont il l'a conçu, parce que c'est un film qui est beaucoup basé sur les dialogues et que c'est vachement difficile de faire un bon film sur les dialogues. Où tu vas avoir juste des mecs qui vont se parler comme ça, mais réussir à construire une intrigue où ça va avancer, où ça va. Et c'est le fan du souper qui nous dit ça. C'est moi qui suis fan des films de dialogue et je trouve que là, c'est un peu plat, ça se répète un peu, on a un peu vite compris de quoi ça parlait et ça traîne quoi. C'est-à-dire que ça rame un peu sur un truc où finalement toutes ces scènes de dialogue elles stagnent quoi. C'est un peu dommage parce que je pense que derrière ça il y aurait pu avoir un film vraiment marrant et vraiment plus fun, qui oserait aller plus loin, qui oserait être plus intelligent, plus intéressant. Ça reste quand même une déception et honnêtement moi j'en attendais mieux de la part de Yorgos Lanthimos. Ça reste je trouve, encore une fois, je trouve visuellement le film plutôt pas trop mal et que je trouve qu'il y a des trucs qui fonctionnent. Mais c'est pas, c'est vraiment un film très mineur à mon avis dans sa filmographie, même que je connais pas super bien, mais en tout cas de ce que j'en connais, je trouve ça faible. Alors Félix, toi tu connais très bien la filmographie de Yorgos Lanthimos, mais est-ce que c'est ton divorce avec lui, ce Bugonia ? C'est sa 4e collaboration avec Emma Stone, hein, La Favorite, Pauvres créatures. Le dernier dont j'ai oublié le nom, mais Kind of Kindness et celui-ci, c'est ça. Ils sont meilleurs amis à ce stade. Probablement. Ouais, mais je crois c'est pas elle qui produit un peu. Si, c'est elle qui produit. Elle produit plein de choses et notamment les films de Yorgos dans lesquels elle joue. Mais elle fait rien depuis. Elle fait que les films de Yorgos. C'est un problème. C'est une actrice Hollywood de plus de 40 ans. Ça doit pas être simple. Plus de 40 ans. Je pense qu'elle a. Ah non. Elle a 45 Elle a 45 et dans le surtout, film. c'est la personne qui se fait offrir le plus de rôles. C'est juste qu'elle a décidé sciemment de faire que les films de Yorgos. Moi, je croyais que justement. Elle a 37 ans. 37 ans. Ouais, non, c'est ça. Elle est de 80. Non, elle a raison. Elle est de 88. Mais. Félix, alors est-ce que c'est ton divorce avec Yorgos Lanthimos, Bugonia ?
De se faire couper, ouais, je comprends ton malheur, Alban. Oui, bah après mon divorce, c'était un divorce progressif qui s'étale sur plusieurs années parce que j'avais déjà pas aimé Kind of Kindness. J'étais déjà, j'avais trouvé qu'il y avait des trucs cool sur Pauvre Créature et en fait. En le décantant, le film me laisse pas grand chose. Moi, je suis d'accord avec toi. En fait, je trouve qu'il a perdu effectivement sa méchanceté que moi j'adorais dans ces films période grecque. Où il osait vraiment avoir des personnages qui étaient détestables et faire des films qui étaient profondément détestables. Et c'est un parti pris. On adhère pas. Moi, je comprends complètement que des gens rejettent ces films période grecque et notamment Mise à mort du cerf sacré, par exemple. Mais même si moi, c'est un film qui me fait vraiment beaucoup rire. The Lobster et Mise à mort du cerf sacré, il produit encore ses films en Grèce. Ouais, c'est ça. D'accord. C'est un composite. Oui, voilà, parce qu'il y a Colin Farrell, etc. Mais je veux dire, on sent qu'il est quand même encore dans cette espèce d'énergie. Il bosse pas avec Searchlight, qui du coup est le label Disney, qui l'a récupéré avec, je crois, La Favorite. Enfin non, c'est Focus, ou je sais plus. Bref, on s'en fout. En fait, ça dépend des films, mais surtout qu'il bosse avec une société. Voilà, c'est vraiment hyper nerd. Voilà, c'est désolé. Qui s'appelle Element Pictures, qui est basé en Irlande. Voilà. Okay. Bon, mais en tout cas, effectivement, je trouve qu'il à quel moment l'Irlande est arrivée dans le potage? Il s'est vachement assagi, je trouve, et en même temps, il est persuadé d'être un génie et de faire du grand art. Et moi, c'est ça qui me le rend vraiment profondément détestable. Oui, marrant, et dans son approche esthétique et dans son écriture, je trouve. Les 5 dernières minutes du film, pour moi, par exemple, sont un échec absolu. Sans spoiler, c'est un truc qui est censé être super grave. On est censé être extrêmement touché. En fait, on ne ressent rien. C'est juste des espèces de photos un peu stylées et un peu edgy. Vraiment, c'est bidon et il se touche. Et je trouve qu'en fait, il fait ça plusieurs fois dans le film. Et c'est ça qui m'a beaucoup frustré, c'est que je trouve que le film, j'ai pas arrêté d'osciller entre c'est genre une des plus grosses escroqueries de cette année et c'est brillantissime. Vraiment, c'est dingue. Ah ouais, parce qu'il y a quand même des moments. Il y a des escroqueries brillantes. Hein. Voilà, c'est ça. C'est pas la meilleure escroquerie de l'année. C'est-à-dire qu'il y a des. Bah non, parce que je trouve que justement, c'est pas suffisamment. Enfin, j'ai vu le cinéma il y a quelques jours, ça c'est une vraie escroquerie quoi. Là, je trouve que qu'on est tous traumatisés. C'est pas suffisamment d'escroquerie. En fait, je trouve que malheureusement, les passages qui fonctionnent dans le film, c'est quand il croit à la folie de son personnage principal qui est Jesse Plemons et que il traite le complotisme et l'espèce de hiérarchie et de lore en fait qui crée autour de toutes ces planètes et ces liens et ça avec vraiment de premier degré. Je trouve qu'il y a un truc assez fascinant en fait là-dedans parce que justement il est pas moqueur par rapport à il est pas moqueur, mais je trouve qu'il est très très léger. Sauf que alors je suis d'accord, trop psychologisant à mon sens. Il y a 2-3 moments où en fait j'étais en mode oh là ça fonctionne parce que justement tu le filmes avec à son échelle en fait. T'es pas surplombant par rapport à eux, mais en fait tout le film pour le coup, genre 90% du temps, tu les regardes comme des débiles et tu les as même castés pour qu'ils jouent un peu des débiles. Et ça, j'ai un gros problème avec ça parce qu'en fait, faire un film en 2025, parler complotisme et dire que c'est des débiles, je vois pas l'intérêt. Enfin, je trouve que l'intérêt justement, c'est d'aller beaucoup plus loin. C'est de dire qu'ils ont raison. En fait, que. Bah oui, quand même. Non, mais c'est d'essayer de creuser quelque chose. Et d'ailleurs, il l'effleure un peu. Oui, pas juste se moquer. En gros, c'est ça. Non, enfin, je veux dire vraiment d'en faire des simplesses, c'est super con. Typiquement, il y a le postulat du film, c'est les abeilles sont en train de mourir et du coup, lui, qui en fait est apiculteur. En partie parce qu'il bosse aussi dans une usine Amazon parce que voilà c'est le travail qui déshumanise les gens, bref il est en mode les abeilles meurent, il faut absolument qu'on sauve la planète parce que la réalité c'est qu'aujourd'hui les complotistes ils sont climato-sceptiques, donc juste ce postulat là moi je l'achète pas en fait. Et effectivement il y a plein de moments comme ça où il va dessiner son personnage et lui rajouter des traumas et des machins et des trucs. Je suis sûr que tu peux trouver des climato-sceptiques qui sont enfin des complotistes qui sont pas climato-sceptiques. Non mais bien sûr, mais je veux dire en fait la grande majorité, enfin je trouve que sa vision du complotisme est un peu datée et de le charger en trauma, ça n'a pas d'intérêt. En fait, surtout, voilà, ce qu'il explique et ce qu'il cherche à raconter et ce qu'il cherche à faire, c'est ces gens-là ont eu des histoires personnelles compliquées. Ouais. Et donc, en fait, en gros, la thèse, c'est ils vrillent parce que leur vie est difficile. Je trouve ça pas complètement faux, hein, c'est pas si débile, mais sauf que c'est léger, c'est-à-dire qu'il y a d'autres choses qui rentrent en compte en fait, dans la manière dont ça se diffuse, dans plein de choses. Le côté Emma Stone, et du coup, c'est un peu qui du coup incarne une espèce de patronne du CAC 40 et qui est responsable plus ou moins justement de leurs conditions. Je le trouve hyper intéressant. Pour moi, il est là le truc qu'il faut creuser, sauf qu'en fait, il l'effleure et c'est les passages les plus intéressants du film. Et ensuite, il raconte des trucs de trauma et de machin dans l'enfance qui sont, je trouve, vraiment bidons parce que les gens traumatisés sont pas forcément complotistes. Enfin bon, bref. Non, mais c'est bref, ça. Et donc ça, c'est pour l'écriture du scénario que je trouve quand même assez déplorable, alors qu'effectivement il y avait un grand film à faire et surtout esthétiquement c'est l'enfer, c'est-à-dire que c'est vraiment devenu une espèce de recette où il a 3 plans et il les alterne en permanence. C'est une parodie de lui-même en fait au bout d'un moment. Exactement, en fait il se prend pour Wes Anderson, sauf que Wes Anderson pour le coup je trouve tu exagères. Moi je trouve quand même qu'il a un truc un peu particulier dans son côté. Il met des courtes focales dans des endroits vitrés un peu épurés. Est-ce qu'il fait toujours son plan où il fait toujours son plan où il est à même le sol et la caméra panote comme ça? Et voilà, il y
y a un peu des panneaux avec effectivement des courses vocales, puis ensuite il va faire des inserts un peu bizarres avec une profondeur de champ faible parce que ça crée du flou et ça te met un peu mal à l'aise et machin. Enfin, et il fait ça tout le temps, c'est-à-dire que sa grammaire cinématographique n'évolue jamais. Et je cite Wes Anderson parce que Wes Anderson est un peu dans ces mêmes délires là, sauf que lui il travaille vraiment les actions au sein de son cadre, tu vois, il y a vraiment quelque chose. Je pense que pour moi Wes Anderson est 100% plus autiste, donc du coup il est dans un truc de minutie, de précision. Je veux dire je trouve qu'en fait son style, il le travaille pas suffisamment et les actions au sein de son cadre sont pas suffisamment développées à mon sens pour justifier d'être dans un registre de mise en scène aussi restreint. Donc j'ai vraiment l'impression effectivement de voir quelqu'un qui balance son style comme ça parce qu'il se dit je suis un auteur, qui se la pète de ouf, alors qu'en fait il y avait un vrai sujet, juste il ose plus les traiter sérieusement parce que je pense qu'il a pris la grosse tête et qu'il est produit aussi par des gens qui le poussent pas dans cette direction. C'est marrant parce que tu vois genre ce truc de grosse tête et ce truc de machin, moi j'y vois plutôt, c'est pas tellement ça le problème, j'y vois plutôt genre ouais moi je suis un mec un peu différent, un peu cool, j'ai des idées un petit peu alternatives et tout, et qui en fait j'adore ton imitation du mec un peu alternatif. Pour moi c'est avoir un peu la grosse tête, mais qui est un peu ridicule, enfin non mais qui est pas forcément avoir la grosse tête, mais qui est un peu genre tu surjoues le côté chelou quoi, que je trouve un peu dommage. J'ai mis une botte sur ma tête. J'ai l'impression que vous décrivez le film sur le complotisme genre réalisé par Hillary Clinton circa 2016. C'est hyper niche ce que je viens de dire. Attends, parce qu'elle a réalisé un film sur le complotisme. Pas du tout. Les non, gars. Je suis en train de dire que là, ce que vous dites, genre du complotisme un peu daté qui se moque, genre c'est comme quand elle a dit qu'il y avait des gens qui étaient déplorables et qu'il fallait même pas leur parler. J'ai l'impression qu'il prend une position de hauteur par rapport à ce. J'irai pas jusque là mais moi, quand même. Et j'ai pas vu le film. Ouais. Donc en fait, qui est déplorable dans cette discussion? Pose-toi la question, Rita. Moi j'ai ouvert un corner, Rita n'a pas vu le film mais on parle quand même et c'est tout. On en revient toujours au même. Si vous voulez voir des complotismes qui sont vraiment intéressants et pertinents, Twitter. Je peux dire vraiment complotiste. Déjà il y a Twitter. Mais donc regardez pas les films d'Ari Aster ou de Yorgos Lanthimos, regardez le documentaire de HBO sur les QAnon qui il est incroyable ce documentaire. Into the Storm pour ce. Et on pourra peut-être un jour parler du film coréen. Oui, j'aimerais au lieu de faire des projets au cinéma, on pourrait regarder le commentaire. Si vous voulez qu'on fasse des émissions spéciales où on parle de trucs qui sont pas l'actualité. Alors, ce qui est marrant, c'est que on n'arrivera jamais à s'organiser pour le faire, mais à chaque fois qu'on demande à des gens de commenter un truc, ils le commentent jamais. Oui, c'est parce que les gens nous écoutent. On a eu Lady Vengeance une fois. Oui. C'est vrai. C'est aussi que les gens pensent que c'est cringe de commenter. C'est pas cringe, personne que vous connaissez verront les commentaires. Nous, on les verra, on sera hyper contents. Donc, commentez. Merci pour ce rire de politesse. C'est vraiment. Mais surtout, Rita, elle a bu un quart de bière. Elle est déjà complètement craquée, quoi. Ok, merci Rita. Je meuble comme je peux. C'est même pas une blague, juste c'était sincère. Mais... Le deuxième film dont on parle aujourd'hui, qui n'a à peu près rien à voir avec les extraterrestres, c'est Vie privée de Rebecca Zlotowski. On écoute la bande-annonce. J'ai pensé à quelque chose, Gabi, et je veux que tu le prennes au sérieux. Oui. Hein, ok? Bon. C'est à propos de ma patiente. Sur le fond de tes oreilles. C'est la 3e séance que vous avez ratée sans prévenir, Paula. Au bout de 3 séances, je suis quand même en mesure de m'inquiéter. Lillian Steiner, interprétée par Jodie Foster, est une psychiatre reconnue. Quand elle apprend la mort d'une de ses patientes, elle se persuade qu'il s'agit d'un meurtre et décide de mener sa propre enquête. Manon, tu as dû voir le film 2 fois. Oui, ce qui pourrait être mauvais signe, mais en vérité, je suis super contente d'avoir donné une deuxième chance à ce film. Je devrais faire ça sur tous les films, mais bon, j'ai pas le temps. Mais je trouvais que j'avais dit des choses pas gentilles sur plein de films ces dernières semaines, et du coup, je me suis dit non, pas le film de Zlotowski. Je vais quand même essayer d'être un peu honnête. T'avais beaucoup aimé la politique des auteurs, Manon Marcy. Oui, j'avais adoré Les Enfants des autres, et du coup, j'attendais vraiment beaucoup ce film, et je pense que j'en attendais trop, et j'en attendais pas la bonne chose. Et c'est pour ça que la première fois, j'ai été un peu désemparée face à ce film, parce que donc ça parle d'une psy et je m'attendais à voir, mais peut-être je fais des liens entre deux réalisatrices qui n'en ont pas, mais je m'attendais à voir peut-être plus un truc dans la veine de Sibylle de Justine Triet, ce que ça n'est pas du tout, parce que c'est vraiment une enquête policière. L'affiche le vend comme ça, la bande-annonce aussi, et en fait je pense qu'il faut arriver à la mettre un peu de côté, cette enquête, parce qu'elle est un peu bidon, elle est un peu prétexte. Peut-être qu'elle aurait dû, je sais pas, s'épauler d'une scénariste ou d'un scénariste qui sait vraiment écrire les films d'enquête. Là, sa co-scénariste, c'est Anne Berest, dont ce n'est pas la spécialité, je pense, mais... Non, qui est plutôt sur de la comédie de situation, qui est plutôt spécialisée là-dedans. Et pour le coup, le côté comédie, je l'ai vachement plus ressenti sur ce deuxième visionnage, parce qu'en fait, à côté de cette enquête, donc Jodie Foster qui est persuadée que sa patiente Virginie Fira s'est fait assassiner et s'est pas suicidée, en fait, derrière ça, c'est vraiment une comédie de remariage avec Daniel Auteuil, qui est donc son ex-mari à Jodie Foster, et qui, par amour pour elle, va se prendre au jeu de cette enquête un peu bidon, parce qu'elle devient complètement tarée. Et en fait, c'est ça qui
qui est vraiment réussi dans le film, c'est vraiment ce couple. Ils sont hyper touchants. Jodie Foster en psy, un peu psychorigide et un peu tarée. Elle est excellente, elle a un super timing comique et Daniel Auteuil, il est hyper touchant, quoi. Enfin, vraiment, ça fait trop plaisir. Et leur couple fonctionne super bien. Et voilà, je trouve que sur le couple qui vieillit, ils ont une conversation à la fin du film dans la voiture sur comment essayer de réinventer leur couple parce qu'ils se sont beaucoup aimés. Mais enfin voilà, c'est très joli. Voilà, après il y a une esthétique très film policier années 70 qui est un peu étonnante, mais en fait quand tu te prends au jeu de tout ça, je trouve que le tout fonctionne bien. Il y a une jolie BO et voilà, je suis contente d'avoir donné une seconde chance à ce film qui est 2 films en un, mais si tu choisis d'en voir un, c'est bien. Alban, est-ce que tu as besoin de le revoir pour tomber en amour avec Vie privée ? Non, je dirais pas que je suis tombé en amour, mais c'est un film que j'ai aimé. En fait, ce qui est bien avec Rebecca Zlotowski, c'était déjà le cas dans Les Enfants des autres, même si Les Enfants des autres était vraiment un grand film comparé à celui-là qui est un bon film mais qui n'est pas un grand film, c'est que à la fois Rebecca Zlotowski, elle arrive surtout depuis Les Enfants des autres à insuffler un ton, un regard vraiment singulier dans ses films. Pour la première raison, c'est parce qu'elle se refuse de rien. Le film, c'est pas que 2 films en un, il y a une enquête policière, une comédie de remariage, c'est aussi un film sur les traumas de l'enfance, c'est un film qui tente plein de choses aussi d'un point de vue esthétique. Il y a des scènes d'hypnose qui sont complètement délirantes et qui sont maîtrisées. Et en fait, cette aisance qu'a Rebecca Zlotowski, en tout cas cette audace d'essayer ces choses-là, c'est toujours satisfaisant et en même temps c'est assez sympa en fait à regarder, tu t'ennuies jamais. Ouais, c'est simplement ludique. C'est ludique, exactement. Simplement elle réussit pas tout et le problème de ce film, même si je l'ai aimé, c'est qu'il réussit pas sur quoi il a été marketé, c'est-à-dire l'enquête policière. Et en fait l'enquête policière tourne en rond, le film dure 1h45 et on a quand même en gros 1h15 d'enquête policière entrecoupée en fait par des enjeux du film qui pour nous, avec Manon, nous semblent essentiels. Et le problème, c'est qu'elle s'est mal construite. Dans une enquête policière, normalement, il y a des détails qui arrivent petit à petit, des indices, on essaie de trouver qui pourrait être le coupable. Là, on sent en fait que même elle, par moment, ne prend plus cette enquête au sérieux parce que parfois ça vire à Jodie Foster à péter un câble ou alors c'est une machination depuis le début, on ne sait plus vraiment ce qui se passe. Et pour nous, et je vais pas trop spoiler, nous apporter une pièce maîtresse de l'enquête à la fin du film qu'elle aurait pu découvrir au début. Donc en fait finalement c'est un petit peu dommage de rater en fait cette partie du film. Simplement là où c'est réussi, c'est que le casting est incroyable, c'est-à-dire que Jodie Foster et Daniel Auteuil dans un vieux couple qui essaye de se rabibocher et moi j'avais jamais vu Daniel Auteuil aussi bouleversant par exemple, et je trouve que c'est important de souligner que c'est quand même un grand acteur et que on voit plus trop et que d'ailleurs. Rebecca Zlotowski lui offre un rôle quand même complètement sur mesure. Enfin vraiment il est génial dans ce film. Jodie Foster qu'on n'a pas l'habitude de voir parler en français, et Rebecca Zlotowski a été assez maligne pour lui donner une origine américaine, de lui faire dire des phrases en anglais pour qu'elle pas la peine d'être le nouveau Léonard de Vinci pour lui donner une. Oui, non, mais attends, mais moi mais elle a quand même un accent. Enfin, oui, mais justement, mais du coup, le fait de le traiter, c'est bien. C'est bien je suis d'accord. parce que dans le film, elle parle en anglais que quand elle jure et qu'elle est mécontente, et c'est vraiment là que ça ressort son côté. À la carte blanche de Yuri. Bah oui, parce que moi, je pense que c'est un des trucs. Si elle s'appelait Micheline Dupont, je pense que j'aurais un peu pété un cap, quoi. Oui, bah du coup, elle s'appelle, je sais même plus son nom, mais Liliane, on a dit. Ensuite, je trouve intéressant la manière dont Rebecca Zlotowski tisse des sujets depuis plusieurs films, en tout cas au moins depuis Planétarium. Mais j'allais dire c'est ça, il y avait déjà des médiums dans Planétarium. Il y avait déjà des médiums dans Planétarium, il y avait déjà cette affaire qui est un petit peu sous-traitée ici, seulement à travers un rêve ou un inconscient, de la Gestapo, du nazisme et des SS en France. Enfin, en fait, il y a vraiment un truc qui se fait dans le cinéma de Rebecca Zlotowski, sur ce sujet. Là, c'est un peu plus direct, notamment sur des questions d'antisémitisme, même si c'est traité vraiment, c'est effleuré. Il y a quand même cette volonté d'aller toujours creuser ces sujets-là. Et je trouve que dans Planétarium, c'est précisément ce qui m'avait plu dans ce film-là, cette manière de par le cinéma, par le médium, qui est un peu une sorte de métaphore du cinéma, de venir parler de ces traumas-là, de ce trauma de la guerre. Je trouve que Rebecca Zlotowski arrive parfaitement à le maîtriser, et je trouve que ça devient une réalisatrice que l'on peut suivre sur plusieurs films malgré la diversité des sujets qu'elle évoque dans ses films. Manon ? Ouais, mais effectivement, elle a souvent des formes très différentes, mais pour moi, c'est une fine psy de la psyché féminine, justement. Enfin, je trouve que vraiment dans Les Enfants des autres, c'était vraiment extrêmement maîtrisé. Et là, j'aurais aimé peut-être qu'elle
Ouais, qu'elle se concentre un peu plus là-dessus. Il y a notamment une relation qu'on comprend entre Jodie Foster et son ex-patiente Virginie Efira, qui est un peu de l'amour. Enfin, voilà, il y a un truc d'homosexualité un peu contrarié que je trouve elle explore pas vraiment. Et c'est un peu la limite que j'ai avec le film, c'est qu'elle veut toucher à plein de sujets. Certains sont vraiment posés là, notamment sa mauvaise relation avec son fils Vincent Lacoste, qu'elle imagine, qu'elle revoit en hypnose en SS et tout, en soldat de la milice. Pardon ? Ouais, non, voilà. Et les trucs sont posés là, et en vrai la scène elle est super drôle, c'est une scène de dîner où elle Vincent lui raconte Lacoste, ça. Ubermensch quoi, vraiment. Je pense qu'on tient l'extrait pour le montage du début. Non, mais surtout pour citer Laurent, je ne m'attendais pas à tel niveau de nazisme. Je m'attendais pas à ça dans Personne votre s'y attendait, et effectivement ça débarque un peu comme ça, comme un cheveu sur la soupe, mais ça donne une scène très drôle, mais je trouve que du coup c'est un peu dommage que les choses... Il y a trop de sujets un peu psy, et en fait ce qu'on avait envie de voir c'est cette relation entre elle et son ex-mari, et peut-être cette homosexualité un peu refoulée, qui n'est pas tout à fait assez creusée. Oui, effectivement, elle arrive à fermer, à clore des sujets qu'elle entreprend, pas tout, j'ai dit tout à l'heure. Manon, on a un peu parlé, c'est aussi beaucoup une comédie, et en fait ça fonctionne extrêmement bien. Il y a beaucoup de rythme dans le film, et quand le film choisit d'être pleinement une comédie, ça fonctionne merveilleusement bien. On a des scènes qui sont même plutôt longues, qui reposent à la fois sur le rythme des dialogues, il y a des choses un petit peu plus burlesques, etc. Notamment lorsque Jodie Foster décide d'aller fouiller la maison de celui qu'elle croit avoir tué sa patiente. Bref, en fait, tout ça est quand même bien maîtrisé quand elle décide en fait que le sujet du film c'est celui-ci. Moi, ça me dérange pas qu'elle choisisse plein de sujets et qu'elle explore plein de thématiques. Le problème, c'est que quand elle n'arrive pas à tout fermer, à tout clore, et qu'on se retrouve parfois avec un film qui est tronqué par moments, c'est un petit peu dommage. Ça reste quand même un bon film, et je pense que Rebecca Zlotowski est une très bonne réalisatrice qui, je pense, dans la suite de sa carrière, va pouvoir encore une fois pas nous impressionner, nous surprendre sur les sujets, sur les thématiques qu'elle pourra aborder. Puis elle se crée un petit lore, là encore, il y a Frédéric Wiseman qui a un rôle, il y a Zaya, je crois qu'il y a une de ses psys qui est jouée par Zaya, il me semble. Une de ses patientes. Même si j'adorerais voir Zaya en psy. Je crois, on la voit très peu, mais voilà, elle fait des espèces de petits clins d'œil comme ça, c'est assez... chez Vincent Lacoste, il y a dans sa bibliothèque toutes les BD de Riyad Satouf et tout, enfin je sais pas, je trouve qu'elle crée un espèce de petit univers qui est sympa. Exactement. Et on vous recommande d'aller voir ce Vie privée de Rebecca Zlotowski. Je vous ai pas posé la question sur Bugonia de Yorgos Lanthimos. C'est une recommole un peu. Je pense que c'est à réserver vraiment pour les gens qui ont envie de s'intéresser à la carrière de Lanthimos. Honnêtement, pour la plupart des gens qui s'en foutent un peu de Lanthimos, je sais pas, c'est pas très intéressant, je trouve. Bon, allez plutôt voir du coup Vie privée de Rebecca Zlotowski, le troisième film dont on parle aujourd'hui. C'est le Grand Prix de la Mostra de Venise, le Lion d'argent. Ça s'appelle La Voix de Hind Rajab. C'est réalisé par Kauter Benania. الو طوارئ الهلال الاحمر رام الله الضفه الغربيه عمر معك تفضل انت شو اسم العيله شو اسمك الكامل Nous sommes le 29 janvier 2024 et les bénévoles du Croissant Rouge reçoivent un appel d'urgence. Une fillette de 6 ans est piégée dans une voiture sous les tirs à Gaza et implore qu'on vienne la secourir tout en essayant de la garder en ligne. Les bénévoles font tout leur possible pour lui envoyer une ambulance. Yuri, tu as découvert ce film aujourd'hui ? Oui, et sachant qu'il était précédé d'un gros bruit. Bah oui. Puisqu'il a fait scandale à Venise, qui a fait sensation à Venise, et que visiblement le jury s'est écharpé à son sujet. Certains voulaient lui donner ce qui se dit, c'est que certains voulaient lui donner le Lion d'Or et que certains dans le jury se sont fermement opposés à ça. Et donc c'est un Lion d'Argent. Name drop, hein. On sait pas, donc je veux pas prêter des intentions à des gens. C'est ce qu'on a lu dans la presse. Oui, c'est ce qu'on a lu dans la presse, et donc bref, certains dans le jury étaient absolument contre pour des raisons en fait principalement politiques. Et du coup, le film est le Grand Prix du jury. Voilà. Quand le film sortait, il était très attendu. Y compris donc par les gens qui se demandaient un peu ce qu'était ce film, et notamment parce que c'est aussi le nouveau film de Kauter Benania, comme tu l'as rappelé, qui est la réalisatrice des Filles d'Olpha, qui est un film génial qu'on avait découvert à Cannes il y a quelques années. Qui était dans notre top de fin d'année de cette année-là. Qui était un film qui mêlait avec beaucoup d'intelligence, d'habileté, le documentaire et la fiction, qui avait un dispositif filmique qui faisait émerger la fiction dans le documentaire et inversement le documentaire dans la fiction. Enfin bref, c'était un film qui était hyper inventif et fort. Et donc la particularité de ce film, c'est qu'elle se base aussi sur un matériau documentaire. Je fais un gros préambule pour expliquer où je vais en venir, mais elle se base aussi sur un matériau documentaire qui est que les enregistrements de la voix de Hind Rajab mais également des secouristes, enfin bref, de ce centre d'appel ont été conservés, et elle utilise ça comme base pour son scénario. Donc en fait, elle va te dire dès le début
Ceci, globalement, est basé sur des faits réels et les voix que vous allez entendre au téléphone sont les vraies voix des vrais gens. Donc, il y a maintenant un problème. En tout cas, c'est ce qui est dit au début. Pas tout le temps, mais c'est ce qui est dit. C'est un grand problème. Mais Inraja, qui est la voix de 6 ans, si, c'est toujours elle. C'est toujours elle. Donc, il y a maintenant, là où j'en viens, c'est que il y a ce que le film veut faire et veut montrer, et il y a ce que le film est. Et en fait, dans ce que le film veut faire et veut montrer, en fait, il est quasiment, j'ai envie de dire, inattaquable et nécessaire, dans le sens où il te plonge dans un fait divers avec d'énormes guillemets, mais en tout cas, non. Dans un terrain de guerre avec une fillette de 6 ans au bout du fil que tu peux pas aller sauver parce que c'est le bordel, parce qu'il y a l'armée sur place, parce que bref, personne n'y comprend rien, parce qu'il y a une chaîne de commande qui est absolument impossible à respecter, que finalement le film te montre que globalement l'erreur, il y a de l'erreur humaine, enfin il y a de l'affect, bref, et tout ça vient se cristalliser avec une base documentaire encore une fois qui est glaçante, parce que franchement il y a un moment où dans le film où toi tu sais comment ça va se terminer, les personnages le savent pas, et puis moi ça m'a vraiment mis pas bien, et puis il y a ce que le film fait, à savoir qu'il essaie quand même de faire de la fiction, et ça moi ça m'a pas convaincu, et du coup c'est un problème vraiment de dispositif, parce qu'en effet il y a cette voix au bout du fil à laquelle en fait elle se tient pas toujours, dans le sens où finalement quand tu es au bout du fil avec cette gamine, que du coup tu es quasiment dans la tête des gens qui reçoivent cet appel, enfin il y a un truc immersif qui est glauquissime évidemment, mais qui est très fort et très puissant, finalement dès que le film prend un pas de côté et va te montrer qu'en fait machin, il va gueuler dans le bureau de son chef et il dit des trucs, en fait tout ça fait tellement fake. Moi je ne vois que des acteurs qui sont en surjeu permanent, qui sont le contraste te frappe quoi. En fait il est frappant, c'est qu'il est pas convaincant, et en plus là où elle se tire quand même une grosse balle dans le pied, c'est qu'elle te montre aussi les vraies voix des vrais secouristes parfois, qui sont pas les voix des comédiens. Et du coup parfois ça se superpose, et comme si elle voulait toujours te dire mais tout ça est vrai, sauf que moi je vois bien qu'à partir du moment où les comédiens pleurent, les comédiens se lèvent, les comédiens crient, les comédiens jettent des trucs par terre, en fait c'est pas vrai, et c'est même tellement pas vrai que je vois apparaître des grosses ficelles de scénario du type de maintenant il faut expliquer comment marche l'aide humanitaire à Gaza, donc on va avoir littéralement un personnage qui va dessiner un schéma au mur, on va avoir, il y a plein de trucs comme ça qui du coup paraissent hyper théâtraux, pas du tout réfléchis jusqu'au bout, ce qui est très gênant, parce que en fait tu sens que tu touches du doigt un film qui est fou, t'as tellement un matériau de base qui est dingue, parce que tout ça est enregistré, donc en fait finalement moi ça m'a fait penser au film avec Sydney Sweeney qui s'appelait Reality, où en fait le film se basait intégralement sur le rapport de son interrogatoire par le FBI, mais mot pour mot. Et du coup, le film était génial parce qu'il se basait mot pour mot sur ce qui s'était passé. Il n'inventait rien, il n'ajoutait rien, il faisait pas des ficelles de scénario un peu grossières. Et du coup, moi, je trouve que, en fait, ce contraste entre la fiction un peu mal branlée, et la réalité qui est d'une violence inouïe, fait que moi, je suis devant un objet que je trouve un peu gênant par moment, pas toujours très réussi, mais qui quand même a cette qualité de te raconter cette histoire, de donner à entendre cette voix qui ne peut pas laisser indifférent, quoi. T'es forcément ému. Et j'ajouterai juste un dernier truc, et après je laisse la parole à Laurent, que je trouve le film très intelligent politiquement, dans le sens où t'aurais pu basculer dans un cas comme dans l'autre, dans un truc qui est en fait sur un tel sujet, avec de tels enjeux, là où c'est très malin, c'est qu'en fait ça te montre juste la réalité de ce que c'est qu'une guerre, et qu'en fait au bout d'un moment t'arrives à un stade où tu t'en fous de savoir qui tire, t'es dans un truc d'en fait c'est juste d'une violence inouïe, d'une absurdité totale, et en fait ça te révolte sur juste le principe même de ce qui est en train de se passer. Et ça, je le trouve hyper malin là-dessus, parce que je pense que dans la salle où j'étais, il y a plein de gens qui, quand le film commence, il y a écrit Gaza, ils font oh machin. En fait, je pense qu'à la fin, non mais t'as des gens qui considèrent encore que c'est trop chiant de leur parler de Gaza, qui n'ont pas envie d'entendre l'histoire de Gaza, ils tout vont simplement, tu vois. Bon, après, j'avoue, ils n'ont pas grand-chose à foutre là. Oui. Non, mais puis surtout, arriver au point où tu vois écrit Gaza quelque part et tu râles. Non mais moi, littéralement, il y a un couple de vieux devant moi qui a fait comme ça. Ils se refoutent. Non mais je dis pas le contraire, je dis juste que je pense que le film, avec de par la manière dont il a de poser le conflit et de te le faire vivre, je pense que même ce couple de vieux à la fin, il était un peu déchiré, quoi. Et ce que j'entends, c'est quand même que par contre la réalisatrice, elle réussit pas le mélange un peu magique qu'elle avait réussi donc dans les filles d'Olpha, dans ce mélange entre. C'est ce qui rend le film
dommage en fait. C'est-à-dire que bref. Laurent, tu rejoins Yuri sur ce constat? Oui, moi globalement je suis d'accord avec toi. Le truc c'est que moi je connaissais pas du tout cette histoire-là. Je savais pas du tout comment ça allait finir. Je savais rien du tout. Je débarque complètement à la ramasse dedans. Le pitch te donne l'arrivée. J'ai même pas lu le pitch. Mais je l'ai pas donné en entier exprès. Même pas, voilà. Oui, mais pardon, je te coupe, mais rien que ça, c'est bizarre, je trouve, de prendre. Enfin, oui, le suspense, c'est bizarre. C'est pas ok de créer du suspense sur un truc comme ça quand c'est encore en cours. Non, mais en fait, le problème, c'est que l'histoire qu'il y a derrière est révoltante. C'est-à-dire que pendant tout le film, t'es scandalisé. Ouais. Bon, enfin, tu vois, et c'est clair, et c'est réel, et c'est ce qui s'est passé, et c'est scandaleux globalement. Il y a quand même un truc que je suis d'accord avec toi, c'est-à-dire que c'est le film arrive pas, le film fait le choix de la fiction, alors qu'à mon avis c'est un mauvais choix. Mais je suis complètement d'accord. Que c'est trop touchy et trop compliqué de se dire on va aller dans la fiction, donc c'est-à-dire on va rajouter des choses, on va ramener des choses, on va parler de, on va créer en fait un film avec une intrigue, avec des trucs comme ça. Et du coup il le fait pas trop. Parce que je pense qu'il ose pas le faire. Je pense qu'il a plutôt raison de pas oser le faire, compte tenu du contexte, compte tenu de quoi ça parle et du fait que ce soit très très récent. Et donc, à partir de là, je pense qu'il fait le mauvais choix d'être plus un film qui va intégrer quelques éléments de documentaire, alors que ça aurait dû être l'inverse. Il y a un autre quand même gros problème dans le film, c'est que moi j'ai trouvé ça horriblement mal réalisé. C'est-à-dire qu'au bout de 4 secondes, j'avais mal aux yeux, c'était pénible, enfin tout est filmé. Ça c'est ta cataracte, Laurent, non, c'est pas le problème du film. Tout est filmé à 4 cm des visages des gens, dans une cam un peu shaky, où t'es là comme ça. Attends, dans une cam un peu shaky, t'as dit? Un peu shaky, où ça bouge j'ai compris, un peu. Une caméra qui bouge un peu. Où en fait une caméra qui bouge un peu, et où en fait on a l'impression, regardez, on est vraiment au cœur de l'action, on les voit, on voit limite même pas leur visage en entier, enfin tu vois. Il y a un truc qui est... n'est pas Paul Greengrass qui veut. Non mais il y a un truc qui est pénible et qui marche pas. C'est-à-dire que vraiment, on voit l'artifice et honnêtement il est bidon. C'est-à-dire que j'aurais préféré, alors qu'en plus, c'est clairement un film fauché, hein, donc il y a pas de budget. J'aurais préféré voir un truc où alors que les décors sont intéressants, qu'on voit les décors, qu'on voit ce qui se passe, quoi. Et il y a même un moment où on voit les vraies images filmées par les gens et tu vois des éléments de décor dans cette image-là que tu vois pas dans le vrai. Et alors ça, en fait, il y a un élément que je trouve bien réussi dans le film visuellement, c'est justement cette scène où elle arrive à intégrer des vrais moments filmés au téléphone en même temps qu'elle filme les acteurs, et il y a un truc vraiment bluffant. C'est assez vertigineux ce moment-là. Ouais. Ce moment-là, il est dingue en fait. Enfin, franchement, c'est le seul truc vraiment intéressant et fou du film. En dehors de l'histoire, mais bon, l'histoire, elle est extérieure, j'ai envie de dire, au film. Mais là, il y a un moment qui est suspendu, qui est dingo en fait. Mais c'est-à-dire que comme c'est assez pénible à regarder, je trouve que c'est un choix qui est vraiment difficile. Ça aurait pu faire un documentaire vraiment extraordinaire, je pense. Il y a des choses en fait, justement, encore une fois, qui sont expliquées dans la narration, qui sont lourdes, alors que si ça avait été fait au travers d'un documentaire avec quelqu'un qui me l'explique, dans l'absolu ça aurait pas été du tout pareil. C'est-à-dire que soit il aurait fallu faire le choix de vraiment rentrer dans un film qui fait, genre, entre gros guillemets, mais les 12 travaux d'Astérix, où on voit à quel point c'est absurde, on est obligé de se battre en permanence sur des critères insensés juste pour faire passer une ambulance qui a 8 km, enfin, c'est n'importe quoi, tu vois. Et du coup, il ose pas ça, il veut pas le faire, et il a raison parce que c'est pas le matériau pour. Enfin, tu vois, tu vas pas rentrer dans un truc presque de comédie, ou en tout cas de quelque chose d'un peu ridicule, de l'absurdité du truc. Ça peut pas marcher, c'est trop dur, c'est trop fort. Donc, en fait, le projet pour moi est un peu déjà un peu raté, mais surtout foiré dès le début, quoi. Ça peut pas marcher. 20, voilà, exactement. Et c'est dommage parce qu'il y avait quelque chose d'assez incroyable à faire, et c'est raté, quoi. En fait, je pense que si elle s'était tenue littéralement à ce qu'avaient dit les vraies personnes, si elle avait fait rejouer par des acteurs, je pense qu'on aurait eu un film qui aurait été beaucoup plus solide que d'avoir des inserts où, je suis désolé, les personnages sont pas écrits. Oui, on a besoin de comprendre des choses. C'est-à-dire que c'est aussi un peu, aussi un peu que tu vois
la docu-fiction, alors il est présenté comme un docu-fiction. C'est aussi pour ça que la docu-fiction, c'est toujours assez un équilibre hyper délicat. Moi, je trouve que c'est quasiment tout le temps raté. Je crois que j'ai pas d'exemple d'un docu-fiction que j'ai trouvé vraiment réussi. Girl Blue, je l'ai pas vu, mais je crois que les gens avaient beaucoup aimé de Mona H.H. Ça restait un film de fiction, mais qui se basait sur. Il me semble que j'avais vu un obscur film de docu-fiction sur des gamins qui veulent aller, qui vont à l'école au Népal. Enfin bon, bref, des trucs et qui étaient pas si mal. Mais bon, voilà, c'est très très rare et c'est hyper c'est un équilibre un sujet comme une guerre qui arrive à être un génocide, c'est très compliqué. Non, là, mais là, en fait, le problème, c'est que là, c'est trop difficile, c'est trop lourd, c'est trop présent. C'est trop présent, ouais. Il aurait fallu réussir à prendre le recul de la fiction pour parler de ça. Mais c'est trop tôt, on est en plein dedans. C'est trop tôt, c'est pas possible. Donc en fait, je pense que ça aurait dû être, enfin c'est un choix. Ça aurait dû être un documentaire. Sur le principe, en fait, le truc peut pas fonctionner. Voilà, globalement, c'est. Mais alors, qu'est-ce qu'on dit à nos auditeurs ? Parce que est-ce qu'on leur recommande quand même d'y aller pour ne serait-ce en fait les gens qui veulent s'informer, l'histoire, qui veulent connaître ça. C'est intéressant parce qu'il y a des choses, mais la réalité, c'est que c'est pas un bon film de cinéma. Il faut quand même être prévenu que c'est particulièrement dur, mais bon, je pense que vu le sujet, personne n'est étonné. C'est pas du tout si dur que ça. Mais c'est suggéré. Oui, c'est plus dur psychologiquement parce que tu entends quand même la voix d'une fillette prise entre des feux qui se tirent dessus. Enfin, c'est dur, Laurent, très très dur. Enfin, franchement, moi surtout, il y a un moment où le je veux film, dire, c'est pas visuellement dur, c'est pas. Non, il y a pas graphique. Louis, ça peut suffire. Hein. Ouais. Non, mais il y a vraiment. En fait, moi, mais justement, le film désamorce toujours un peu ça en revenant à de la fiction. C'est-à-dire que moi, vraiment, j'ai un truc de putain, je vois un truc, j'entends quelque chose qui est réel, qui est dur, qui est horrible, dans lequel je me projette viscéralement. Et puis je me retrouve avec des acteurs bif-bof qui gesticulent et qui crient. Non mais il y a un vrai souci, avec des personnages qui n'ont pas trop de sens. Non mais voilà, qui passent du tout au tout. On essaie de t'expliquer que lui en fait c'est sa première victime qui meurt au téléphone au début. Hein. Enfin voilà mais alors que t'y crois pas du tout. Enfin il y a un côté un peu de ficelle de scénario qui a fait en fait je suis plus ému alors que je suis censé être ému par cette histoire. Mais donc quid? Bah plutôt quand même c'est une expérience intéressante mais c'est vraiment c'est spé quoi. C'est pour les gens qui ont et la réalité encore une fois je trouve que c'est pas un très bon film de cinéma, tu vois. Ouais, malheureusement, c'est ça le truc, c'est que d'un côté oui, parce que l'histoire est, comme tu dis, révoltante, et de l'autre côté tu peux pas vraiment, le juger sur des critères de cinéma. Recommandez-le aux gens qui sont peut-être, si vous avez dans votre entourage des gens qui sont quand même toujours sceptiques sur ce qui se passe en Palestine. Ouais, t'inquiète pas, ils seront toujours sceptiques même après avoir regardé le film, ils se débrouilleront. Ils diront que c'est de la propagande et qu'en fait la personne a rien compris. En fait, c'est pas ce qui s'est passé, que tout ça est bidon. Enfin, tu vois. Voilà. Écoutez, on va se détendre de toute façon pour parler. Mais alors vraiment là, j'aurais dû m'en rendre compte peut-être en faisant un programme. Politique, si un petit écoute du coq à l'âne. On va parler de Wicked partie 2. Couldn't be happier. It's more important than ever that you lift everyone's spirits. Alors, j'ai besoin de votre aide, les amis. Wicked 2, d'après Allociné, nous raconte la suite des aventures d'Elphaba et de Glinda, deux sorcières légendaires du pays d'Oz, liées puis déchirées par le destin, poursuivant chacune sa propre quête de vérité et de justice. Et je m'arrête là parce que le véritable pitch Allociné, c'est 3 pages. Et vraiment, sincèrement, je n'ai pas compris. En fait, je vais nous référer à l'année dernière. On a fait un focus sur les comédies musicales quand on a parlé de Wicked 1. C'est à moi de parler parce que j'ai la parole, mais oui. Ok. Après, on peut donner l'avis à Alban qui n'a pas vu le film, par exemple. Mais... Alban, t'as pensé quoi de Wicked? Je sais pas. Voilà. L'année dernière, on en avait dit pas mal de bien et on était très surpris d'en dire du bien parce que on était tous les deux très sceptiques quant au projet. Déjà parce que Wicked, c'est une comédie musicale. Fondamentalement américaine sur la montée du fascisme dans le merveilleux pays d'Oz et comment est-ce que le magicien d'Oz est en fait un menteur. Donc ça se base sur le film original Le magicien d'Oz de 1939 qui lui-même est inspiré des livres de Frank L. Baum, je crois. Et c'est une espèce de réécriture qui se base sur la vie de Elphaba qui est la méchante sorcière de l'Ouest et en fait on est de son point de vue un peu comme Maléfique par rapport à La Belle au bois dormant. Je pense que c'est la meilleure analogie pour comprendre parce que Wicked c'est peut-être le plus grand phénomène de comédie musicale dans les pays anglophones. En France, personne ne sait ce que c'est. Je sais pas si vous ratez quelque chose parce que moi je suis pas la plus grande fan de la comédie musicale sur scène que j'ai vue avec grande chance. Ce qui est sûr, et qui est assez unanime dans la pop culture anglo-saxonne, c'est que la communauté des theater kids, mais pas que, parce que c'est connu vraiment au-delà des theater kids. C'est comme Hamilton, ça a perfusé ailleurs. C'est que l'acte 1 de Wicked est super et l'acte 2 c'est n'importe quoi. De fait, moi vu que j'ai adoré le premier film,
je me suis dit, bon, bah, vu qu'ils ont vraiment réussi le taf sur le premier, alors même que la comédie musicale dans son entièreté dure 2h40 et que le premier film tout seul dure 2h40, ce qui était déjà un risque, le premier film est vachement réussi avec plein de défauts, mais ça reste un bon divertissement grand public. Et ben, le deuxième film, ils ont fait n'importe quoi. Et je sais que Yuri va beaucoup relativiser ce que je suis en train de dire, mais moi, je suis outrée que le scénario de ce film ait passé un green light. Et Dieu sait qu'aujourd'hui, les films de studio, ils peuvent faire n'importe quoi, mais là, d'un point de vue scénaristique, il y a vraiment aucun respect. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas fan absolu et que ça fait pas 20 ans que vous écoutez la musique de Wicked, parce que la comédie musicale initiale date de 2004, vous ne pouvez pas apprécier ce moment. Je ne crois pas décemment que tu puisses apprécier ce moment. Moi, je suis pas une grande fan depuis toujours. J'ai trouvé ça débile. Mais t'as apprécié le 1 ? J'ai apprécié le 1, j'étais sur Rex, j'étais habillée en rose et vert, j'étais au Grand Rex. Enfin, je veux dire, j'ai fait le taf. On était 15. Il y avait une ambiance. Mes copines, elles ont pleuré leur race à la fin du film. Alors que moi, je l'ai vu à 9h30, j'étais genre fatigué. C'est pas tout à fait le même mood. Moi, je l'ai vu dans une très bonne ambiance et malgré ça, j'ai trouvé ça sincèrement foutage de gueule. Heureusement que j'ai une carte UGC parce que si j'avais payé pour, j'aurais été très saoulée. Visuellement, c'est toujours aussi dégueulasse que la version. Le premier épisode était vraiment très moche. Réalisé par John M. Chu et c'est vrai que c'était très. John M. Chu, il fait ce qu'il peut. Il sait toujours pas mettre de la lumière, mais c'est pas très grave. Mais tant que l'histoire me faisait marrer, pourquoi pas. Et puis surtout, Ariana Grande était une grande reine, je trouvais, dans la première partie. Là, elle continue, mais elle est beaucoup plus agaçante. Et même si Cynthia Erivo, qui joue le deuxième rôle principal, a une voix qui transcende l'humanité, selon moi, ça reste extrêmement ennuyant et à la fois bordélique. Et à la fois, c'est censé être la partie beaucoup plus politique, donc l'acte 2, où vraiment Oz est dans le fascisme et tout. C'est un peu comme la ferme des animaux de Orwell. Merci. Parce que le fascisme touche les animaux en fait qu'ils ont plus le droit de parler parce que normalement ils parlent, enfin bref, c'est pour ça qu'il faut pas essayer de pitcher. Oui, il faut surtout arrêter la drogue, je pense, parce que c'est. Oui, totalement, mais ça aurait pu être une super métaphore. C'est vrai que j'ai vu les animaux muselés dans le résumé. C'est pas le même réalisateur que In the Heights. Que dans le premier ? Si. Ah d'accord, ok. Oui, mais il fait toujours n'importe quoi, mais sauf que le premier film, et c'est les mêmes scénaristes aussi, enfin ils ont tourné les deux films conjointement, tout est pareil, mais enfin ils sont sortis en deux parties, c'est pas deux films, c'est pas une suite en fait, c'est vraiment un film scindé en deux parce que sinon il aurait été trop long. Ce qui est globalement jamais une bonne idée, on est d'accord ? Non, Twilight partie 2 ? Non, parce que vraiment ils l'ont fait sur Hunger Games, ils l'ont fait sur... C'est jamais une bonne idée. Non, c'est vraiment rarement une bonne idée, mais là... Harry Potter aussi. Ouais, mais là c'est vraiment une très mauvaise idée particulièrement et je trouve que on voulait en parler quand même parce qu'on n'aime pas à la perche dans le cadre venir juste dire n'importe quoi, que les films étaient n'importe quoi. L'intérêt de Wicked partie 2, c'est pour moi le phénomène parce que au Grand Rex, quand je suis allée voir le film, c'était le deuxième jour de l'exploitation et il y avait plein de filles habillées un peu comme Barbie, sauf qu'elles étaient toutes persuadées, tout le monde arrivait avec des heures d'avance. J'ai des copines qui sont arrivées à 18h pour une séance à 21h pour me dire on va faire la queue. Je suis là, ok, c'est pas Beyoncé, on va se calmer immédiatement. Et parce qu'elles pensaient que ça allait être complet de ouf, parce que quand tu vois le phénomène Wicked dans le reste du monde, sur internet en fait déjà t'as l'impression que si tu regardes TikTok t'as l'impression que tout le monde est à fond dedans quoi. C'est ça, c'est une monoculture et donc là tu regardes c'est pas le mot. Non, si c'est drôle mais j'aime bien la comparaison. C'est-à-dire qu'ils ne cultivent vraiment que le maïs ou enfin c'est vraiment... c'est pas ça que je voulais dire, mais je voulais dire que c'est une culture hégémonique. non mais très bien. Il y a un personnage qui en plus il y a beaucoup de chants donc oui, c'est n'importe quoi. Et voilà, donc en tout cas si tu regardes TikTok et les réseaux, c'est l'avenir de la critique ciné qui t'as l'impression que tout le monde est à fond sur le film. 25 ans là comme ça mais genre juste sur le niveau des vannes. Et en France le phénomène prend moins, c'est ça que tu veux dire. Quand tu vois qu'en première semaine ils ont fait 200 000 entrées, tu te dis on va se calmer tout de suite. Oui, c'est pas la peine de faire 3 heures de queue pour ça. Non mais c'est le plus gros démarrage de l'année aux États-Unis presque, c'est le troisième plus gros démarrage de l'année. En France non. Et aux États-Unis, alors que c'est la deuxième partie. Elle pleure de rire. Yuri, c'est pas très bien. Yuri, toi, t'as un peu plus envie de défendre, je crois, cette partie 2 de Wicked. Oui, mais en fait, je trouve que c'est un peu difficile de juger ce film sans le prendre en compte avec le premier et sans le prendre en compte avec, en effet, le phénomène qui est Wicked, parce que tu dis que le scénario c'est n'importe quoi, en fait le scénario c'est quand même celui du spectacle et à partir de là mais ils auraient pu taffer et faire ça bien. Mais je pense qu'en fait le scénario fait n'importe quoi. Je pense que si le spectacle en fait, juste pour vous donner un ordre de grandeur, parce que moi j'ai préparé un peu des petits chiffres. Calme-toi, c'est mon émission. Non mais un branlé, faites ce que vous voulez. Mais t'as pas vu les films. Non mais ce que je veux dire c'est que le Wicked c'est la comédie musicale qui a rapporté le plus d'argent de l'histoire. Enfin, c'est la deuxième comédie musicale qui a rapporté le plus d'argent de l'histoire des comédies musicales. Elle a rapporté. Tu vas nous dire quelle est la première. Et la première, c'est le Fantôme de l'Opéra. Ok. Et après, le Roi. Qui date d'avant. Donc ça fait 20 ans. C'est une comédie musicale qui a rapporté 5 milliards de dollars depuis qu'elle est sur scène. On est en train juste sur scène. Donc c'est un spectacle. Dites-vous que c'est un spectacle qui a rapporté 5 milliards de dollars.
c'est pour vous Du théâtre dire, vivant. pour vous dire, c'est le même score que les 2 premiers films Avatar mis ensemble. Donc en fait, c'est genre débile. Il y a un truc de comment dire, de puissance économique et financière de ce truc qui est insensé, ouais. Qui est insensé. Ça fait partie aujourd'hui de la culture pop américaine, même de la culture pour enfants américaine, puisque c'est appris dans les collèges, les lycées, les gens chantent les chansons. Enfin, c'est un truc qui est incompréhensible d'un point de vue stricto français, parce que bah en fait C'est le dîner de con. voilà, c'est vraiment quelque chose qui, non mais c'est vraiment un niveau de, comment dire, de perfusion dans la culture populaire américaine qui est qui n'est pas, je pense, perceptible quand on voit juste le film. Et donc quand on fait le film en 2 parties, et ben ils sont un peu obligés de suivre le spectacle, parce que qu'est-ce que tu vas faire contre un truc qui pèse 5 milliards, quoi. C'est-à-dire que t'es un peu dans un truc de, à un moment, les mecs, s'ils veulent changer quoi que ce soit, t'as tous les gars qui ont écrit, validé le spectacle, fait le spectacle, ils disent bah en fait les gars. Non, Yuri, si. c'est les mêmes auteurs. Oui, bah justement. Donc ils peuvent très bien, c'est leur œuvre, je veux dire. Mais c'est pourquoi pas... ils vont la changer si le. Parce qu'ils savent, it's a known fact que c'est pas bien le deuxième acte de Wicked. Mais non, je crois que pour eux c'est très bien et que par ailleurs ça rapporte 5 milliards. Donc en fait, à partir du moment où le truc est un mastodonte. Qui a rapporté 5 milliards ici personnellement? Moi pas moi. Bah, moi non plus. Peut-être, je sais pas, non, dans une Un autre jour peut-être. Donc dans une bref, futur, donc je trouve que déjà là, en fait, les critiques qui sont faites au film, elles sont, je trouve, un peu injustes du fait que, en fait, c'est le matériau de base. Donc si vous aimez le matériau de base et que vous défoncez le film, bah non, je suis désolé, c'est la même chose. Et en fait, c'est les mêmes qualités. Oui, mais les gens qui vont voir le film en salle, ils connaissent pas, ils ont pas tous une connaissance religieuse du matériau de base. Non, mais c'est ils ont peut-être juste aimé le premier film. C'est les mêmes qualités et les mêmes défauts que la partie 1. Je suis désolé, c'est les mêmes. Déjà, la partie 1. C'est là que vous n'êtes pas d'accord. La partie 1, c'est le bordel. En fait, la partie 1 devient bien quand il y a Cynthia Erivo et Ariana Grande qui débarquent. Avant c'est nul, et quand elles sont pas à l'écran, c'est nul. Bon. Même quand il y a Jonathan Bailey. C'est ce que j'allais dire, Jonathan Bailey. Bah, en fait, non, je suis désolé, sa scène, elle est pas bien filmée. Il y a quand même un gros problème de mise en scène dans ce film-là. C'est assez moche et tout. Mais par contre, quand elles sont à l'écran toutes les deux, je suis d'accord. Moi, j'ai adoré mon moment au cinéma. Defying Gravity, c'était génial. Enfin, il y a plein de moments rien. Le 1, ouais. Et le problème étant que, en fait, le problème de base a été de diviser ce film en 2 parties, parce que l'entracte qu'on a entre les 2 actes, qui dure normalement 15 minutes, on va faire pipi, et ben là, ça dure 1 an. Donc là, on a le temps d'aller faire beaucoup de pipi, voilà. Et mais bon, en tout cas, moi, je sauve quand même Cynthia Erivo et Ariana Grande, qui forment un duo génial. Cynthia Erivo, que j'ai découvert dans Saltan à l'hôtel El Royal, qui était un de ses premiers rôles. Je l'ai trouvé vraiment super dans ce film. Là aussi, bon. Et donc non, bref, c'est vraiment deux superbes comédiennes qui transcendent les rôles qu'elles ont incarnés, et je trouve qu'il y a quand même, pour moi, les mêmes qualités et les mêmes défauts que dans le 1, si ce n'est que, en fait, ils se dépatouillent avec un matériau de base qui est un peu moins bien que la première partie. Il y a mais moins je comprends de pas bonnes que tu chansons. sois pas plus sévère avec ça. Si le matériau de base était mauvais, faut le réadapter. Je comprends pas le. Mais ouais, ou pas, parce qu'en fait, c'est les mêmes chansons, c'est globalement la même ils ont chose. écrit 2 chansons de plus. Oui, qui et sont l'acte pas 2 mal, il dure d'ailleurs. 40 minutes, le film dure 2h10. Bah, du coup, c'est le projet est flingué en. Mais alors, qu'est-ce qu'on dit à nos auditeurs? Parce que si leur dire le projet est flingué dès le départ. L'acte 2 il dure 40 minutes, donc c'est-à-dire que Ça, la c'est pièce- normal. À c'est-à-dire Broadway, que la pièce, généralement. ça dure 2 heures, après t'as Non. un entracte et ça dure 40 minutes? Non, ça dure 1h40, t'as 20 minutes d'entracte et 40 minutes de. C'est souvent comme ça en vrai. C'est pas... Mais donc, déjà, effectivement, transformer ces Non, 40 voyez-le minutes quand même. En fait, voyez-le si vous y allez en rose avec du popcorn. Et si vous avez aimé le 1 ou en vert, ou même pas juste pour l'expérience rigoler, collective. ouais, parce que Ariana Grande, et juste pour Ariana Grande en vrai, genre Et Cynthia love the Erivo. girl, vraiment bravo à elle. Et ben voilà, allez le voir en vert et en rose pour l'expérience collective, mais pas tant pour la qualité du film, manifestement. C'est Disneyland. On va maintenant passer au focus du jour, qui est en lien avec vie privée de Rebecca Zlotowski. Cette semaine, on s'est demandé si le cinéma allait trop chez le psy. Ce film a confondu mon histoire et celle de ma sœur Colette, qui a effectivement épousé Monsieur McBurett. Monsieur McBurett, qui est l'aviateur anglais. Voilà. Et alors, je vais commencer par dire qu'on a un peu Pardon ? Tout simplement, on peut répondre par oui ou par non à cette question. La cinéma va-t-il trop chez le psy ? Non mais toi, ta théorie, c'est que c'est les scénaristes qui vont passent trop chez de le temps temps. chez le psy plutôt que d'aller voir des films. Moi, ma théorie, c'est qu'ils passent pas assez de temps chez le psy, que du coup, ils écrivent des films qui nous font chier avec leurs problèmes de psy. Oui, voilà, possible. Bon, alors, je vais dire, on a un peu circonscrit quand même le sujet. On va parler à la fois de cinéma et de séries. En revanche, on va vraiment parler des films et séries dans lesquels on a des personnages qui vont chez le psy et on a comme personnages des psys, et non pas des films qui représentent par exemple la folie, ni des films et séries sur par exemple des profilers, parce que sinon ça en faisait vraiment rentrer trop. On vous a demandé, comme toutes les semaines, quels étaient les films et séries que vous aviez, que vous aimiez sur ce sujet-là, enfin vos films et séries avec des psys préférés. Évidemment, en série, on a eu beaucoup de
En Thérapie. On a eu Les Sopranos, mais on a aussi eu La Flamme et le Flambeau avec le Docteur Juif. Cinéma, on a eu Jimmy P, Will Hunting, la série Shrinking, Le Silence des Agneaux, Mafia Blues, et quelqu'un nous a même dit La Tête ailleurs, The Movie. La Tête ailleurs, c'est ta comédie musicale, Yuri, que tu joues sur scène et qui sera peut-être un jour adaptée en film, on ne sait pas. Le Silence des Agneaux, du coup, Jodie Foster. Alors en fait, c'est lui qui est psy. Ouais, il est psychiatre. Hannibal Lecter est psychiatre. Donc elle est profileuse, mais ça peut rentrer d'une manière étrange quand même dans notre petit corpus de films. Pour commencer, évidemment, on s'est posé d'abord la question des personnages qui vont chez le psy et des personnages de psy, parce qu'en fait c'est les deux côtés. Est-ce qu'il y a des personnages qui s'asseyent sur le divan ou est-ce qu'ils sont ceux qui reçoivent les personnages? Sur les films et séries avec des personnages qui sont donc des patients, qu'est-ce qu'on peut dire, Yuri? Que c'est un dispositif de cinéma qui est toujours assez fécond, puisque il y a quand même, quand quelqu'un va chez le psy, il a forcément un truc à lui raconter. Donc, par conséquent, c'est toujours à lui raconter ou à lui cacher. Ou à lui cacher. Et donc, c'est un outil de scénario qui est toujours assez intéressant. Je pense que le cinéma est également très intéressé par évidemment tout ce qui est projection, image, donc tout ce qui relève aussi de l'inconscient, de tout ce qu'on peut cacher au spectateur, de tout ce qu'on peut lui révéler par des choix de cadrage, par des choix de montage ou simplement des choix d'écriture. Et en fin de compte, je pense qu'il y a aussi le troisième point qui est que les gens sont assez fascinés par les personnages de psy. C'est un peu des espèces de parfois de savants, de sachants, de gens à qui on se confie et qui dans certains films vont jouer des rôles tout à fait néfastes. Moi je pense aux Pulsions de Brian De Palma où t'as un psy tueur en série qui se déguise en femme. Enfin bref, c'est un truc. Pourquoi t'es déjà dans mon point 2 sur les personnages de psy? Parce que voilà, moi j'avance j'avance vite. Mais en tous les cas, c'est un élément, c'est un dispositif qui notamment dans Les Sopranos va rythmer toute la série, puisque Tony Soprano va chez le psy et en fait c'est ce alors que c'est un parrain de mafia, donc alors que c'est un parrain de mafia, et donc il y a cette idée qu'un parrain de mafia va se confier à un psy, donc on va entrer dans son monde secret, dans son monde intime, dans son monde inconscient, et par conséquent ça va aussi infuser dans toute la série. Donc je pense qu'il y a toutes ces facettes là qui font que en tout cas les personnages de psy à la fois de psychiatres, psychanalystes et psychanalysés sont extrêmement fréquents au cinéma. Et ce qui est intéressant typiquement dans Les Sopranos, mais je pense que c'est le cas de beaucoup de personnages de patients, c'est que typiquement là c'est un personnage de parrain de mafia, mais en fait les sujets dont il parle à sa psy, mais c'est vraiment des problèmes de monsieur tout le monde, quoi. Bien sûr. Et donc il y a à la fois, il y a souvent cette idée là, ou alors à l'inverse opposé, d'avoir quelqu'un qui en apparence a l'air de mener une vie extrêmement banale, et en général on va délier le fil, etc. Je pense notamment par exemple à En Thérapie, alors qu'il a connu plein de versions, parce qu'au départ c'est une série israélienne qui a été adaptée à la fois aux États-Unis et en France. Si on se base sur la série française, on a à la fois des parcours de vie de personnages qui ont tous des éléments personnels, et en même temps, typiquement, on a un choix d'avoir quand même relié en fond avec les événements du 13 novembre pour donner une espèce de base commune. Sur la saison 1. Sur la saison 1, pas la saison 2. La saison 1, seulement la saison 1. Mais donc, c'est souvent effectivement des personnages, je le disais, qui viennent à la fois pour dire des choses et pour en cacher. Et c'est d'ailleurs dit directement par le personnage du psy dans En Thérapie, qui dit les gens viennent pour deux raisons, une qu'ils veulent vous dire et une qu'ils veulent leur cacher. Donc effectivement, à la fois ou en film ou en série, c'est en général une bonne manière de travailler la psychologie d'un personnage. Ce qui est la base même de l'écriture scénaristique, c'est il y a ce que le personnage veut et ce dont le personnage a besoin, le want et le need. Et là où je pense, pardon, je pense que c'est un bon ressort scénaristique, c'est que en fait, ça permet de mettre des mots sur des états d'âme, des choses qui normalement sont plutôt de l'ordre de... C'est verbalisé. Et voilà, et ça permet de les verbaliser sans être lourd dans un film qui se passe en dehors du cadre d'un cabinet de psychanalyse. Oui, c'est vrai. Ça serait quand même assez lourdingue d'expliquer tous les états d'âme et tout ça. Et là, c'est une façon d'être très lourd. Ça s'appelle un film français. Oui, du coup, c'est facile en fait. C'est une petite facilité. Moi, je trouve que c'est une petite facilité. C'est pour le film de psy et une petite facilité, je trouve. C'est pour ça que notre question. Travailler les dialogues. C'est pour ça que notre question initiale, c'était est-ce qu'ils vont trop chez le psy ou est-ce qu'on va trop chez le psy au cinéma? Parce que justement, ça peut être une facilité qui rend le film imblairable. Donc, tu as dit, voilà le cinéma français. Si on rentre dans les écueils de certains, bien sûr, c'est une plaisanterie, mais si on rentre dans la représentation que les gens se font du cinéma français, ce qui est le problème principal de pourquoi on fait pas d'entrée, mais ça c'est un autre sujet, c'est qu'il y a une idée que les gens ils font que raconter leur vie et leurs problèmes bourgeois, et ça peut être effectivement ce grand écueil là, mais de la même manière que ça peut être un énorme boost dans un scénario de série ou de film que d'avoir quelqu'un qui se ment à lui-même et qui pense que mentir à son psy va poursuivre le mensonge qu'il se fait à lui-même, et qu'en fait le personnage de psychologue voit clair dans son jeu, parce que comme que tu le disais Yuri, le personnage de psychologue
c'est quand même très souvent un super-héros presque. Ça peut, et ce qui est drôle, c'est quand tu les feuilles. Non, mais l'idée du psychologue, si tu en fais son abstraction, c'est quelqu'un qui est capable de lire clairement entre les lignes, plus que le commun des mortels. Pardon. Par contre, les personnages, quand le film se centre sur un psychologue, parce que c'est aussi ça le distinguo, c'est entre les films où il y a un psychologue et les films qui parlent d'un psychologue, c'est que quand on parle d'un psychologue, ça reste un humain, et là tu dévoiles un peu plus les failles. Là, comme ça, je pense forcément à Sibylle de Justine Triet ou Virginie Fira joue une psychologue qui a des méthodes de vie, qui sont les siennes. Alban voulait dire un truc. Oui, non, mais c'était pour rebondir sur ce que disait Rita. Effectivement, quand on a un personnage de psychologue et que Rita disait que c'était un super-héros, c'est à la fois ce qui va nous accrocher dans un film de psychologue, c'est qu'il est censé avoir un regard quand même omniscient sur l'histoire qui va être racontée. Ça veut dire qu'il a toujours un coup d'avance sur nous et que c'est vers lui qu'on va se référer pour comprendre l'histoire qui est en train de se dérouler devant nous. Et parfois, ce qui est intéressant, ce qui est dans le cas, par exemple, dans le film de Rebecca Slotowski, c'est le moment où la psy, peu importe, ne comprend plus rien à l'histoire qui est en train d'être faite et cherche justement à raccrocher les wagons et à comprendre ce que les patients ont essayé de lui dire à travers le film. Du coup, le pouvoir, en fait, du scénario est délégué à un personnage auquel, normalement, on n'aurait pas confié ce pouvoir-là. Et du coup, le film est un petit peu déséquilibré. C'est dans cette cherche d'équilibre que le film tient aussi et qu'on est tenu en haleine en tant que spectateur. Mais en réalité, alors paradoxalement, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais paradoxalement, je trouve que là où c'est le plus intéressant, c'est quand au contraire le personnage du patient joue avec le psy. Moi, je pense notamment à Will Hunting. Bah oui, exactement. Où en fait, justement, tout l'enjeu, c'est ce personnage-là qui est très intelligent et qui, du coup, arrive un peu à manipuler son psy et les gens autour de lui. C'est quand même celui qui arrive le moins à manipuler, justement. Bien sûr. Et donc, du coup, lui qui arrive un petit peu à le dérouler comme ça et à essayer de l'expliquer un peu, mais ça rend, en fait, c'est un dispositif qui rend, en fait, tout le truc autour de la thérapie qui est intéressant, parce que c'est vrai que je trouve que c'est souvent un petit peu une facilité de scénario, comme l'a dit Manon, quoi. Et là, au moins, on a quelque chose, on a un conflit, on a un truc qui se construit autour de ça. Quand tu veux dire quand le héros résiste à sa thérapie. Quand le héros non seulement résiste, mais en plus, presque joue avec. Ouais, parce qu'en l'occurrence, dans Will Hunting, il a pas envie de faire cette thérapie et il est forcé de la faire, parce que sinon je crois qu'il est sinon il va en tôle, ou je sais pas, c'est parce que la thérapie est souvent imposée aux gens, soit par leurs proches quand il y a une situation, soit par l'État parfois quand tu te retrouves dans une situation de criminalité ou autre, ou de marginalité, et c'est aussi ça qui fait que si tu as un héros qui résiste à son parcours, c'est quand même un truc qui est hyper kiffant. Encore une fois, c'est des dispositifs où le héros soit peut parler librement alors qu'il pouvait pas le faire avant, soit résiste au fait qu'on le force à parler à parler sincèrement, et c'est quoi qu'il arrive assez jouissif d'un point de vue de scénario quand c'est bien exécuté. Et je trouve que même pour faire un mini point historique qui n'en est pas un, c'est depuis les premiers films parlants, parce que déjà un psychologue, je ne pense, faut à vérifier, j'ai pas fait le point jusqu'au bout, mais dans le film non parlant, ça devait pas être super intéressant d'avoir. Il y a peut-être des trucs. Je pense qu'il doit y avoir des trucs un peu rigolos. Je sais plus avant 1929, la psychanalyse, c'est quand même. C'est ce que j'allais dire. Très en fait, la psychanalyse, déjà, même encore aujourd'hui, c'est quelque chose de vachement qui peut être stéréotypé, mais surtout qui peut être mal vu dans pas mal de milieux et surtout dans la majorité des endroits. En vrai, avoir un psy, c'est être synonyme de folie. Heureusement, ça va un peu mieux maintenant. Bien sûr, ça va beaucoup mieux, mais quand tu regardes les gens qui se sont emparés du sujet de la psychologie dans le cinéma un peu mainstream américain ou français fut un temps, c'était des réalisateurs qui voulaient le traiter par le biais de la déviance presque. Genre Hitchcock, quand il parle de psychanalyse, c'est pour dire que les gens ils sont fucked up, mais ça c'est parce que Hitchcock il a un problème lui-même. Et aussi parce que ça arrive en 45, post-Seconde Guerre mondiale, et que c'est pour aussi, j'imagine, raconter les traumas, le post de stress post-traumatique. Tu as tous ces films-là qui commencent à s'aventurer là-dedans. Et en plus, plus les schémas de la psychanalyse vont être connus, plus ils vont aussi nourrir l'écriture scénaristique, et notamment ça c'est extrêmement prégnant dans l'écriture scénaristique américaine particulièrement, plus que française. Mais en tout cas, il y a eu un vrai apport là-dessus sur la manière de faire infuser des images, on va dire. C'est les trucs archétypaux de Jung. Oui, c'est ça. Mais ce qui est drôle, tu vois, c'est que d'un point de vue américain, méthode d'ailleurs. En plus, la science américaine pendant un long moment de la première partie du 20e était en mode non, on pense pas à l'inconscient, c'était des comportementalistes. Donc même quand tu regardes la science majoritaire dans les pays, du point de vue européen, on voulait parler de l'inconscient, de deep, de trucs un peu comme ça. D'un point de vue américain, il y avait plutôt ce truc de pourquoi les gens agissent comme ils agissent, qu'est-ce que ça a à voir avec leur passé.
Enfin, si je peux me permettre, l'inconscient dans le cinéma, et au moins dans le cinéma français, ça a quand même marqué l'avant-guerre avec tous les films réalistes. C'est ce que je dis en France, en Europe. Je disais en Europe justement, on avait cette notion d'inconscient et c'est ce qu'on voulait filmer. Aux États-Unis, c'était plutôt un truc de comportementaliste. C'est ça que je trouve intéressant et ça suit donc la science et la manière dont les psychologues abordaient leur travail sur les deux continents. Et ça, je trouve ça passionnant parce que du coup, quand tu regardes les films d'Hitchcock, ce qui relève de la psychanalyse, c'est vraiment ce qui relève de la déviance. Il associe ça à l'homosexualité et à la déviance, qui est un autre sujet en soi. Il associe ça à plein de trucs. C'était une autre époque. Voilà, en fait, le point auquel je voulais arriver, c'était que la psychologie au cinéma, pendant longtemps, c'était pas le ressort des films bourgeois où les gens se révèlent, c'était le ressort du film de genre, parce que ça relevait de quelque chose de bizarre et de quelque chose de l'artifice de scénario, on connaît pas bien, on essaie de comprendre c'est quoi le truc derrière. Juste une petite parce que j'ai lu cette anecdote concernant Hitchcock sur donc la maison du docteur Edwards, quand tu disais qu'il y avait quelque chose un peu de la folie chez lui, de la psychanalyse. Je pense quand même qu'il prend ça très au sérieux parce que son scénariste visiblement consultait fréquemment des psys célèbres et que c'était connu, et je crois qu'il a même crédité au générique du film le psychanalyste de son producteur, donc vraiment c'est un espèce de truc genre vraiment la psychanalyse est présente quoi. Mais si on peut... Le film est excellent, je vous le recommande. Oui, il y a quelque chose, si on peut le pitcher, ce qui est intéressant de Dr Edwards, c'est que justement c'est une jeune femme qui arrive pour se faire soigner, qui doit rencontrer le docteur Edwards dans un lieu. Elle est docteur elle-même. Et le docteur Edwards est absent. Et elle va du coup rester dans ce lieu. Je vais pas spoiler, elle est trop loin, mais il y a un mélange effectivement entre qui est le patient, qui est le docteur. Et c'est méga sexy, c'est Ingrid Bergman et Grigory Peck. Regardez ce film. Et il y a tout un jeu sur justement sur les projections inconscientes, sur les formes qui vont rappeler des souvenirs. Dali met en scène une scène d'animation dedans. Dali a fait les décors. Salvador Dali a fait les décors des scènes de rêve. Enfin, il y a toute cette mouvance là aussi. Et c'est aussi, j'ai pas vu le film, mais j'ai l'impression que c'est à partir de ce moment-là que les figures des psys se sont ont remplacé les figures des enquêteurs en fait dans les films noirs, non? Le film noir s'arrête en vrai à la fin de la guerre, il n'y a plus de films noirs considérés comme des films noirs. Mais alors, moi j'ai l'impression que c'est un peu les nouveaux enquêteurs. Si on peut retourner, parce que sur la question qu'effectivement quand on a un patient et un psy, souvent effectivement on a un face-à-face. Ce qui est intéressant, c'est qu'a priori normalement il ne devrait y avoir que le psy qui intervient sur la vie et la psyché du patient. La réalité, c'est que dans les films en général, c'est des deux côtés. On a des personnages de psy qui évidemment réagissent aux patients en face desquels ils sont. Mais avant d'aller sur ces figures-là, qui effectivement parfois sont positives, parfois sont franchement négatives, voire déviantes, c'est quand même aussi un ressort de comédie, et notamment les mauvais psys. Et alors là, je me permets de citer Jamais sans mon psy. Non, LOL, avec ces scènes où c'est la réalisatrice elle-même qui joue la psy de Sophie Marceau, et la vanne, c'est que Sophie Marceau, lui, oublié, moi. Et que Sophie Marceau, à chaque fois, lui dit tous ses états d'âme, etc., et qu'elle ne fait que et tout le film, elle ne dira que donc ça permet à la réalisatrice de ne pas jouer du coup. Mais on parlait de la flamme et le flambeau avec le docteur juif qui est un escroc infini. Il y a Petite confidence à ma psy aussi, moi j'avais adoré avec Meryl Streep et mais bien sûr. Alors là le pitch est trop bien. Le pitch est génial, c'est que le psy omniscient là, en fait, alors si je dis pas de bêtises, c'est bien la psy qui du coup s'occupe d'une jeune femme. La jeune femme lui dit qu'elle est amoureuse qui lui raconte ses problèmes de couple, et en fait le mec de sa patiente, c'est son fils. Voilà. Et elle est la seule à le comprendre et à le savoir et tout. Franchement, c'est. Et donc elle se retrouve dans un espèce de conflit. Problème d'éthique. Gros problème d'éthique. Mais souvent, les personnages de psy, même quand ils sont bienveillants dans les films, ils traversent un peu la ligne jaune. Oui. Comment s'appelle la série qu'on a regardée, Rita, déjà sur Netflix avec Adam Brody? Nobody Wants This? Oui, il y a pas un moment la sœur qui sort avec son psy justement? Alors dans la saison 2, c'est carrément, et c'est une catastrophe. En même temps, pire idée. Ouais, ah oui, non, mais c'est illégal par ailleurs. Oui, je pense que c'est illégal, oui, très clairement. Totalement illégal. Mais j'adore comme il le traite vraiment bien dans la série, pour le coup, sur genre, toi tu sais des tonnes de trucs sur moi, et lui il lui reproche de rien savoir, qu'elle sache rien sur lui, mais alors que c'est toi qui m'a toujours posé. Non, mais lui il lui alors que dans En Thérapie, justement, toute la question du transfert et de tomber amoureux de son patient et vice versa est vachement mieux traité. Alors c'est vachement mieux traité, sauf la fin que je trouve scandaleuse. Après, dans Nobody Wants This, ils sont c'est une comédie, c'est pour rigoler. Grosse parenthèse. C'est pas bon, mais. Mais du coup, sur les psys qui franchissent la ligne jaune, il y a aussi cette notion. Excusez-moi, depuis quand la ligne elle est jaune?
Elle est rouge. Ah, elle peut être jaune, puis elle peut être rouge. Verte aussi. Non, mais La ligne jaune, c'est moi. Rouge, c'est quand il devient Hannibal Lecter. Voilà, la ligne jaune, c'est la ligne rouge, c'est Hannibal Alors, Lecter. si votre ligne rouge dans la vie, c'est Hannibal Lecter, C'est le les gars. cannibalisme. Et ben moi, je suis un mec très libre. Je laisse les gens faire ce qu'ils veulent. Non, mais attends, il est Le raffiné, il cannibalisme, aime je la suis pas bonne ok. bouffe. C'est vrai, ok. Et donc, c'est notamment ces personnages de psy qui sont très prisés on va dire des thrillers psychologiques ou autres, qui sont des psys qui deviennent soit fascinés par leurs patients à un point de les protéger de tout, d'être un peu dans un truc de non mais en fait vous comprenez pas, c'est un sujet incroyable. Je pense à Split de Shyamalan là où il y a vraiment ce truc où c'est vraiment un ressort de en fait cet homme de multiples personnalités. Évidemment la personne qui va le protéger de tout ça c'est sa psy. Shyamalan d'ailleurs a beaucoup de personnages de psy plus ou moins réussis et c'est également le cas du coup dans Pulsion De Brian De Palma, où en fait le personnage du psy est fasciné par son patient qui est lui-même. Donc il y a un truc un peu de mise en abîme là-dedans, et je pense que c'est un peu une espèce de fascination. Pareil on parlait de Frankenstein il y a quelques semaines, un peu du docteur pour sa créature ou du docteur pour son patient. Enfin en tout cas ça c'est souvent utilisé aussi comme ressort scénaristique. Et évidemment le personnage du psy, alors vraiment tellement malin et tellement psychopathe qu'il en devient lui-même en fait le méchant du film. Et ça c'est l'exemple qu'on a dans Basic Instinct avec Sharon Stone, où en fait c'est une psychanalyste star qui va du coup utiliser toutes les faiblesses de ses patients et de ses interlocuteurs et interlocutrices pour arriver à ses fins ou pas, puisqu'on ne sait pas à la fin si c'est elle qui a tué avec le pic à glace. Et on ne le révélera pas ici. Je pense que eux-mêmes savent pas, hein. On demandera à Paul. Oui, salut Polo. Ah, je comprenais pas qui était Paul, pardon. Verhoeven. Oui, non, mais pendant 2 secondes, j'étais là. Est-ce que c'est un personnage du. J'ai pas vu Basic Instinct. T'as pas vu Basic Instinct ? C'est vachement bien. Ouais, c'est bien. C'est vraiment bien. Et c'est alors là pour le coup c'est un personnage féminin, donc en plus il y a tout un évidemment un espèce, enfin évidemment non ça devrait pas, mais effectivement. T'es en train de creuser ta tombe, Elisabeth. Non mais j'allais dire qu'évidemment du coup au passage ils en font un personnage comme ça qui a une espèce de fantasme sexuel. Ceci dit ça peut aussi l'être de temps en temps avec des personnages masculins, comme par exemple dans Thérapie pour certains que je ne nommerai pas. Je ne dirais pas. Okay. Plus récemment, dans les psys complètement cassés, il y a Shrinking, notamment, avec un psy qui se met à... 3 psys qui font n'importe quoi. Oui, bien sûr. Bah, tu veux en parler peut-être. Carrément, Shrinking, c'est une série Apple TV qui est vraiment exceptionnelle si vous avez besoin de pleurer. Et en plus, à chaque fois, ils diffusent les saisons en janvier, qui est le pire mois de l'année. Et je trouve que c'est... enfin, c'est vrai. En vrai, c'est vrai. Et je trouve que c'est une série assez exceptionnelle sur la psychanalyse, déjà. Et plus que ça, c'est une série exceptionnelle sur le lien humain. C'est une série extrêmement guimauve par moments, mais par d'autres moments très violentes. C'est avec Jason Segel, que vous connaissez sûrement de How I Met Your Mother. C'est avec Harrison Ford, que vous connaissez sûrement du cinéma. Et moi, c'est mon cousin. Quoi ? Non, Quoi ? Et avec, je crois, Jessica Williams, si je dis pas de bêtises, qui est une actrice que je ne connaissais pas avant la série, qui est vraiment géniale. Ça a été co-créé par plein de gens, et notamment Brett Goldstein, qui est derrière Ted Lasso. Moins bonne série, mais c'est pas très grave. Mais Shrinking, c'est vraiment... Je pense que tout le monde serait pas d'accord avec ça. Moi j'adore la saison 2, la 3 c'est une catastrophe, mais on s'en fiche, c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Mais Shrinking, que Ted Lasso chez le psy. Il est chaud, mais de vrai. Mais Shrinking, ça vient donc de shrink, qui veut dire c'est le petit mot pour psychologue en anglais. Ils ont un mot spécifique pour ça qui veut dire head shrinker, c'est la personne qui te réduit ton cerveau. Je trouve que c'est intéressant aussi de parler de ça rapport à ce qu'on vient de dire. Et donc c'est une série sur un cabinet où il y a 3 psychologues et que leur vie part en couille pour plein de raisons différentes. Et c'est pour moi la quintessence. T'en as notamment un qui se met à dire vraiment ce qu'il pense. Oui, c'est vrai que c'est le pitch de la saison 1. C'est quand même ça, le pitch de la saison 1, c'est quand même un psy qui se met à donner son avis vraiment la ligne jaune aux patients. Et donc c'est là où je parlais de ligne jaune, c'est qu'effectivement, normalement, t'es censé rester quand même très passif, très oui, enfin en tout cas de pas donner ton avis perso. Et lui, il se met à vraiment conseiller ses patients avec plus ou moins du coup de réussite. Bah en fait au début ça fonctionne forcément parce qu'il leur dit quoi faire, et au bout d'un moment tu réalises que si tu dis aux gens quoi faire, ils vont vraiment faire ce que tu leur dis de faire, quoi. Et là c'est un problème. Ou ils vont mal comprendre et faire l'inverse, et c'est pas bien non plus. Ouais, mais typiquement dans les personnages de psy comme ça, ce que je trouve intéressant, c'est que sans aller dans effectivement les extrêmes très malveillants, etc., que ce soit dans Thérapie ou dans Shrinking, c'est des psys qui essayent de bien faire et qui font pas toujours bien. Et notamment dans Thérapie, il y a quand même tout le personnage de Reda Kateb où en fait le psy se foire, quoi, vraiment. Et ça je trouve que
trouve que c'est très intéressant à regarder parce qu'en fait, on le voit essayer de comprendre la psychologie de ce mec et pas voir des choses qui pourtant a priori paraissent évidentes. il aurait dû les voir. Mais c'est comme tous les médecins en fait, il y a un truc avec la médecine où c'est un des métiers où si tu rates une journée de travail, tu peux vraiment gâcher des vies quoi. Et les personnages de psy qui vont encore plus mal que les gens qui soignent, je trouve que c'est vraiment toujours des personnages cordonniers mal chaussés, intéressants. Enfin, ça fait des mises en abîme qui sont souvent effectivement. assez cool, et il y en a, il y a pas mal de personnages. Et tu citais Sibylle ou des personnages un peu comme ça. Et t'as aussi souvent des psys. Enfin, on parlait de Will Hunting tout à l'heure. Dans Will Hunting, en fait, ils se soignent mutuellement. Finalement, à la fin, ça répare les deux personnages. Mais donc, du coup, est-ce qu'ils vont assez chez le psy? Il y en a qui y vont beaucoup, genre Woody Allen, c'est quand même, désolé de parler de lui, mais c'est quand même sa spécialité que de faire sa thérapie. Et je crois même qu'il le revendique en disant que ses films, c'est des thérapies pour lui. Et qu'en plus, et c'est un très bon exemple de pourquoi il faut vraiment aller en thérapie pour ne pas exécuter un Oedipe dans la vraie vie et risquer la prison. Ouais, parce que clairement, faire des films, ça suffit pas pour Woody Allen. Il aurait peut-être dû faire plus de trucs. Alors que vraiment, il se met littéralement en scène en thérapie. Il y en a un aussi qui a fait ça, qui a vraiment transcendé ça. C'est Jonah Hill. Il avait fait une série sur Netflix qui s'appelle Dr Stutz. Où vraiment il met en scène sa propre thérapie avec son vrai thérapeute, qui est un thérapeute star aux États-Unis. Mais c'était un docu, mais oui, je l'ai vu aussi. Même pas docu. Bah non, docu, je crois que c'est un docu, ouais. Mais avec un dispositif de cinéma quand même. Voilà, et où c'est lui, et pour le coup, tout le principe, c'est que c'est lui qui se met à interroger son psy. Ouais. Exactement. Et à essayer de démêler. Et vous, alors, est-ce qu'il y a des films avec des psys que vous aimez? Je pense, c'est marrant, on n'a pas parlé d'empathie, mais parce que je crois que nous, on n'était pas très fans de la série. Ouais. On va parler tout à l'heure d'Extra Lucide, qui est une série qui aussi parle un peu de ça. Félix, toi, ce serait quoi ton... Non? J'ai pas vu beaucoup de films avec des psys. Tu vas pas chez le psy Moi, ma rêve, c'est Dr Loomis dans Halloween, quoi. Donc. Oh waouh. Bah écoute, très bien. Bah ça encore un des fameux psys fascinés par leurs patients et qui. Et en même temps, qui est terrifié parce qu'il n'arrive pas à le psychanalyser parce que ce n'est pas un humain. Oui, bien sûr. Alban? Moi, tout de suite, parce que c'est récent, j'irai en thérapie, mais je pense que effectivement, j'ai beaucoup rouillé Basic Instinct quand j'étais plus jeune, donc c'est celui-là qui me vient quand même en premier. Ouais. Rita? Franchement, on en a parlé déjà, mais Spellbound, La Maison du Dr Edwards et Shrinking récemment. Et dédicace à ma maman qui est psychologue. Yuri? Du coup, vous avez cité Basic Instinct et La Maison du Dr Edwards, donc j'ai plus d'idées. Ouais, moi j'allais aussi dire La Maison du Dr Edwards, parce qu'en plus c'est vraiment un film qu'on a tellement regardé avec mon frère et ma sœur que vraiment si l'un d'entre nous prend une fourchette et fait une petite rayure sur la nappe, on se regarde. Tu penses au ski? Je pense au ski. Manon? Moi je dirais... Enfin, en tout cas, parce que je l'ai rattrapé récemment et c'est un film qui m'a marqué, on n'en a pas parlé, c'est La Chambre du Fils de Nanni Moretti. Ouais. C'est aussi un cinéaste qui adore la psychanalyse. Donc, je dirais La Chambre du Fils et Shrinking en série. Laurent? Moi, comme je suis un peu un normie et qu'on pourrait dire des choses sur ce film, je vais quand même citer Will Hunting parce que j'aime quand même vraiment bien. David, non, tu n'as pas vu tu vas pas suffisamment chez le psy, toi. Et écoute, je suis très déçue que personne n'ait dit lol. Écoutez, on serait curieux de savoir quelles sont vos réactions sur notre focus, donc n'hésitez pas à réagir comme d'habitude en commentaire. Et tout de suite, c'est l'heure des recos de la perche. Perdons pas dans Salam Alek. Si j'en crois mes informations, le temps travaille contre nous. C'est bien ça, Jimmy? Oui, à 100%. Alors voyons voir. Et donc dans les recos de la perche, on a des recos et de contre-recos. On va commencer par les recos, deux recos séries. Toi, Manon, tu nous recommandes Los Años Nueves, série de Sorogoyen. Oui, absolument. C'est un immense coup de cœur. J'ai pas encore fini, c'est très long, c'est 10 épisodes de 50 minutes. Et le principe est assez simple. C'est on peut même pas véritablement les qualifier de couple, en tout cas pas tout le long, mais un homme et une femme qui se rencontrent donc dans le premier épisode un 31 décembre. C'est son anniversaire à lui et puis son anniversaire à elle le 1er janvier. Et chaque épisode, c'est un an après et c'est toujours le 31 décembre. Et en fait, c'est des épisodes donc sur 10 ans. C'est des épisodes presque en temps réel. Et puis ensuite se passe un an, ellipse, et on sait absolument pas ce qui s'est passé pour eux. On nous explique pas et on les retrouve un an après. Les situations ont radicalement changé. Et c'est magnifique, c'est admirablement bien joué. Je trouve que cette temporalité, elle est passionnante. C'est tellement romantique, romanesque, en même temps tellement la vraie vie. Ça fait un peu penser à Jonas Trueba, mais peut-être un peu plus réaliste, un autre réalisateur espagnol que j'aime beaucoup. Et puis, grosse mention sur les scènes de sexe qui sont... j'ai jamais vu des scènes de sexe pareilles au cinéma. Je me demande si les deux acteurs sont pas en couple parce qu'il y a vraiment un truc de réalisme. En même temps, rien n'est gratuit. T'es presque un peu gêné parce que t'as l'impression que tu te trouves dans la pièce avec eux tellement c'est
voilà, incroyablement mis en scène et réaliste et bien filmé. Et c'est très émouvant. Et en même temps, c'est pas que sur ces deux personnages-là, parce que se déploie autour d'eux leur vie et donc beaucoup leurs amis, leur famille. Et voilà, c'est un mélange de peut-être les Before, la trilogie des Before, un peu de Jonas Trueba, un peu de Normal People, un peu de voilà, enfin moi tout ce que j'aime, et vraiment je recommande fortement, c'est magnifique. Et où est-ce qu'on peut regarder Los Sur Arte, pardon. Sur Arte. Et je crois que c'est sur Arte aussi qu'on peut retrouver. Non, pas du tout. Où est-ce qu'on peut regarder Extralucide, Alban ? OCS, Canal+. OCS, Canal+. Oui, donc effectivement, c'est une série OCS, comme OCS les fait, des séries avec pas beaucoup d'argent françaises. C'est une série de Bruno Merle et Emmanuel Destramo. Bruno Merle, c'est celui qui a réalisé et scénarisé notamment Félicita, qui est sorti en salle il y a peut-être 2 ans. Et qui était le coup de cœur de Juliette Gasquet. Ouais, à qui on a qui a scénarisé par ailleurs Code Lyoko pour faire un petit... Et il a pas fait le film avec Michael Youn, Héros aussi ? Si, c'est lui. C'est peut-être lui, ouais. Mais c'est pas le même. Oui. Enfin voilà. Là, c'est une série qui est complètement auquel je m'attendais pas du tout. C'est l'histoire de Denise, qui a un personnage féminin entre 30 et 35 ans à peu près, et qui en fait a, depuis qu'elle est jeune, des pouvoir magique, elle est télépathe, donc c'est-à-dire qu'elle l'entend à travers la pensée des gens, sauf que c'est une souffrance chez elle, parce qu'à la fois ça lui gâche ses relations de couple, ses relations amicales, ça lui gâche la vie, parce qu'elle entend tout le temps les pensées des gens en permanence. C'est des personnes, elle peut décider aussi de ne pas sonder des gens, mais elle est quand même toujours obligée d'y revenir. En fait, c'est une série dans laquelle elle va être une coach de vie et une sorte de psy, parce qu'elle va permettre aux gens de savoir ce qu'ils ont dans leurs pensées et de les aider au mieux. Mais c'est une série complètement crue, complètement loufoque, qui en fait tire de ce pouvoir des scènes complètement lunaires où on va voir Camille Rutherford coucher avec un mec parce qu'elle a entendu que le gars voulait bien d'elle. Enfin, en fait, il ne se pose aucune limite, et c'est un peu la qualité et le défaut de la série, c'est-à-dire que sur les 2 premiers épisodes, on a une promesse d'un scénario assez bien ficelé, assez bien tenu, puis finalement ça part dans le 3e et dans le 4e épisode dans tous les sens, des personnages s'ajoutent, des personnages partent, disparaissent, bref, on comprend plus vraiment ce qui se passe, et en même temps, il y a un truc presque jubilatoire, assez jouissif dans le fait de voir tous ces personnages débouler en fait dans un épisode puis repartir, etc. Et en fait, au bout d'un moment, on s'y perd un petit peu, mais ça reste quand même une série complètement atypique, et je vous encourage tous d'aller voir Extralucide sur OCS de Bruno Merle. Ou sur Canal. Ou sur Canal, ouais. Et alors maintenant, toi, tu as aussi une contre-reco pour le coup film plateforme, le nouveau Luca Guadagnino. Oui, le film de Luca Guadagnino qui a fini sur Amazon Prime en France. J'ai même pas dit le titre. After the Hunt. Parce que gros four, je crois, aux États-Unis, donc direct sur Amazon. Et moi, j'ai trouvé ça super mauvais. C'est un film qui se veut sonder les zones grises de MeToo. Julia Roberts est une prof de philo à Yale. Et une de ses étudiantes préférées, entre guillemets, accuse un de ses collègues et amis d'agression sexuelle. Et voilà, donc tout l'enjeu, c'est comment va-t-elle se positionner. Mais en fait, voilà, ça se passe dans un département de philo à Yale. Et du coup, c'est énormément de grandes discussions complètement creuses pour pseudo-illustrer ce qui se passe. C'est hyper prétentieux. Ça se veut être un peu dans la mise en scène un thriller, parce qu'il y a quelque chose d'assez léché et tout, mais pas du tout dans l'écriture. Donc du coup, tu comprends pas ces espèces de gros zooms sur leur visage, les zooms sur les mains qui veulent te dire quelque chose, mais tu sais pas. C'est vraiment creux, c'est mauvais, et c'est surtout très prétentieux. Enfin, vraiment, je recommande pas du tout d'aller voir After the Hunt, même sur Amazon. Regardez plutôt Extralucide et Los Años Nueves. Et comme chaque fois, pour terminer l'émission, carte blanche à Alban. J'ai réfléchi à ce que tu m'avais dit l'autre jour. J'ai passé la moitié de la nuit à y réfléchir. Et puis j'ai eu un flash. Alban, tu souhaitais rétablir une vérité. Non, être cinéphile, ce n'est pas être snob. Oui, Elisabeth, ce soir, j'avais envie de vous parler de cette attitude si particulière que notre cinéphilie, à nous toutes et tous autour de cette table, mais aussi et plus largement celle qui anime tous les passionnés de cinéma, peut parfois provoquer dans nos cercles amicaux ou familiaux. En effet, il m'est arrivé plusieurs fois que des amis me fassent, sur le ton de l'humour, bien sûr, des remarques sur les films qu'ils ont appréciés, mais dont ils pensent, selon une hiérarchisation qu'ils ont eux-mêmes établie, que je méprise au profil d'autres plus confidentiels, comme si la cinéphilie n'était qu'une affaire de distinction. Bien sûr, dans le champ culturel, la lutte pour la distinction existe, et ce serait malhonnête de nier de tels rapports de force. Alors oui, même si cette chronique s'intitule « Non, être cinéphile n'est pas être snob », il serait tout autant malhonnête d'avancer l'idée que cinéphilie et snobisme soient 2 termes, 2 attitudes même éloignées l'une de l'autre.
Oui, certains cinéphiles sont snobs, c'est inévitable, mais les snobs, il y en a partout, dans tous les domaines et pas uniquement dans les arts. Mais c'est d'un autre sentiment propre à la cinéphilie dont j'avais envie de vous parler ce soir. Un sentiment qui est pour moi la source matricielle de la passion du cinéma, une passion qui serait non plus restrictive ou empêchée, mais au contraire ouverte à tous les genres, à tous les styles, pour tous les âges, et qui refuserait par essence que tel film ou tel cinéaste nécessite un quelconque bagage pour pouvoir y accéder. Ce sentiment, souvent mésestimé, qui je pense anime l'amour du cinéma, n'est d'autre que celui de l'empathie, une empathie qui intuitivement nous permet de se mettre à la place des autres, de percevoir ce qu'ils ressentent. Car oui, la passion du cinéma, c'est aussi, je pense, un engagement du corps, un engagement par lequel nous parvenons à traverser des existences, des histoires, des joies et des souffrances. Dans plusieurs interviews, la romancière Alésia Zeniter explique avec beaucoup de délicatesse que les récits avec lesquels on vit pendant le moment de la lecture parviennent à se glisser sous notre peau. Il est certain que l'expérience de cinéma peut elle aussi s'immiscer dans notre intimité la plus profonde. En effet, le monde qui nous est offert sur l'écran de cinéma ne se substitue pas au nôtre. Bien au contraire, il le met en présence, et plus encore, il offre à notre regard un point de vue depuis lequel nous pouvons l'observer, l'appréhender, le confronter. Or, le seul mécanisme, le seul ressort qui permet une telle expérience d'advenir, concrètement, matériellement, est assurément l'empathie. C'est, je pense, animé par ce même sentiment d'empathie que Rita a expliqué il y a quelques semaines que le cinéma lui a offert des guides, des amis, des soutiens dans son apprentissage des émotions qui ont accompagné son passage aux 25 ans. C'est aussi peut-être cette quête de lien qui a poussé Félix à préférer Carpenter plutôt que Tarkovsky en défendant l'idée que l'art, le cinéma en l'occurrence, doit être vécu plutôt qu'analysé, ou enfin Laurent a expliqué très justement qu'il n'y a pas de plaisir coupable au cinéma. Et c'est aussi par leur discours et par leur regard que je suis entré en contact avec eux. Ce qui m'amène au point culminant de cette courte chronique sur la cinéphilie, celui du partage. Car non, la cinéphilie ne procède pas seulement d'un sentiment uniquement tourné vers soi-même. Bien au contraire, le sentiment qui l'anime, et dont je vous parle depuis tout à l'heure, est précisément le même qui nous incite parfois avec vigueur à nous ouvrir aux autres. En effet, la cinéphilie n'est ni une performance solitaire, ni un affrontement, mais plus une invitation. Entendre mes collègues ici ou ailleurs parler des films que je ne connais pas me nourrit bien plus qu'il ne m'affame, parce que c'est aussi un peu d'eux que je reçois en partage. Aussi, je crois qu'être cinéphile, c'est donc d'abord chercher à entrer en contact, à créer du lien par-delà les artifices. Être cinéphile, c'est se heurter librement au monde et surtout aux autres, et parler de cinéma, partager cet amour, cette passion chaque mercredi soir avec vous autour de cette table, prendre le risque que l'on pense parfois insurmontable d'affirmer ses goûts et surtout d'écouter et d'accueillir celui des autres, c'est aussi, je pense, faire l'expérience d'un sentiment qui nous unit par-delà notre passion du cinéma, et alors même qu'il en a été à l'origine, c'est faire l'expérience de l'amitié. C'est beau ce que tu dis. Je sais même pas comment conclure, à part dire qu'effectivement c'est très agréable d'être d'accord et pas d'accord avec vous toutes les semaines, et que je vous aime beaucoup. Et on aime aussi beaucoup les gens qui nous écoutent. Alors la semaine prochaine.